Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Hein quoi, je joue une musique anxiogène, tu vois. La mer contre-attaque, c'est flippant, c'est... Ah oui, mais ce qui est flippant, c'est le son pourri de ta flûte, là. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut pas mettre la vraie musique de la marche impériale? Max, on n'a pas les droits. Mais les droits, mais un droit, ça se prend, Mathieu. Tu crois que les humains ont demandé la permission aux mouettes et aux bulots avant de bétonner le littoral? Max. Hein, tu crois que l'océan va demander la permission au conseil municipal avant d'envahir Max. les rues de la Roche? Quoi? Max. Quoi? T'as pas pris tes cachets? Non. Non, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ce CD. Je mets la Donne-moi vraie ce CD. musique pour une Non. vraie intro, me rends ça. bien anxiogène, comme on aime. Ah, donne-moi ça. Et bonsoir La Rochelle! Bonsoir à toutes et à tous! Bonsoir! Alors La Rochelle, est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'être là? Alors attends, Mathieu, on va faire un truc. Oui. Essayez de crier un gros coup. En fait, vous allez voir, c'est scientifiquement prouvé, ça va vous faire du bien. Hein. Non, parce qu'en fait, vous savez, quand on se force à sourire, quand on se force à rire, à crier de joie, en fait, notre cerveau, par réflexe, sécrète de la dopamine, ce qui nous procure réellement, après coup, une réelle sensation de joie. Voilà. Ah, c'est donc pour ça qu'au début des concerts, au début des one-man shows, ça, on dit aux gens « Est-ce que ça va ?» Exactement, on fait crier les gens au début des one-man shows, exactement pour ça. Alors on cherche des prétextes, on vous demande comment ça va, mais on s'en fout. Oh. Non, pas qu'on s'en fout, hein, mais on se doute bien que vous allez répondre oui en criant. C'est rare que vous fassiez, bah écoute, en ce moment, pas trop. Non. Non, la seule chose qu'on cherche au début des concerts des one-man shows pour faire crier les gens, c'est que vous preniez votre petit shoot de dopamine, comme ça vous êtes un peu plus euphorique. Vous riez un peu plus fort, vous riez un peu plus facilement. Et nous, on a moins besoin d'avoir beaucoup de talent en face. Voilà. Max, ce que je propose, c'est peut-être qu'on relance l'expérience. Voilà. D'accord? Refaisons ça un petit coup. Alors, préparez-vous mentalement et allez-y. Là, cette fois, vous pourrez vous lâcher, crier, hurler. Vous êtes votre propre seringue de dopamine. Hein. Voilà. C'est vous qui décidez de la dose. Métaphore étrange. Alors attention. Attends. On y va. Préparez-vous. J'ai le trac. On arrive. Là, rien que là, vous libérez un peu de dopamine. Vous vous rendez pas compte, hein, mais Ça sent. ça sent. Et même ceux qui se disent, moi, je sais pas si faites-le. Hein. Alors attention. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Tu la sens bien la dopamine là. Ah, ça sent, ça va. On se croirait dans une salle de classe pleine d'adolescents. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On a beaucoup de chance, la salle est pleine à craquer. C'est vrai, c'est super. ça, hein.
Max. Oui. Je t'avais laissé un petit mot sur le frigo. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'était pour savoir si tu avais fait 15 ans d'études en géologie marine en préalable de cette soirée pour parler aux gens ici. Ah, non. Et voilà, c'est con. Et voilà. Et oui, c'est ce que c'est. Des fois, tu penses que tu as 15 ans pour faire des études, et puis finalement, pouf, imprévu. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que je me suis pas fait au truc, l'université, tout ça, au bout d'un moment, j'ai lâché. Mais on n'était pas loin. À 14 ans et 10 mois après, je serais géologue. Ah, oui. Donc là, tu es en train de me dire que ni toi ni moi n'avons la légitimité scientifique pour parler du sujet dont il va être question ce soir. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est ballot. la tuile parce que. Tac, tac, tac. Et oui, voilà. J'aime bien ce petit moment. Ce petit moment-là qui laisse un petit peu de temps aux scientifiques pour parfaire son brushing avant de monter sur scène. C'est ça. Ah D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que ça y est, Éric Chomillon est prêt, il va pouvoir nous rejoindre. Max, tu n'as pas d'oreillette. Effectivement, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Bon, on va accueillir Éric Chomillon, d'accord? Et d'ailleurs, quand il va arriver, on va essayer de faire un check et on va sûrement le rater. Voilà, on voit bien. Mesdames et messieurs, Éric Chomillon. Sous vos applaudissements, bien mesdames et sûr. messieurs. Voilà, c'est pourri. Ah, mais bravo. c'était sûr, ça. Bonsoir. Ah, Éric, ça fait plaisir de te retrouver sur cette scène. Ouais, c'est clair, ouais. T'es tout bronzé, hein, comme d'hab. Éric, sans plus attendre, peut-être tu pourrais nous parler de ce qui va se passer ce soir. Bien, en fait, on va découper la conférence en chapitres. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque chapitre mériterait une conférence en soi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va faire comme dans les grandes conférences scientifiques. Eh bien, on va limiter le temps de parole, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On y est encore peut-être demain. Ah non. Et alors, pour ça, en fait, on a invité une experte en trompe pour donner le signal. En corne de trompette. brume. En C'est une corne corne de de brume. brume. La géologie marine, il connaît les instruments avant, c'est un peu moins ça. Vas-y. Et donc, j'ai nommé Armel Combo. Vas-y. C'est vraiment très 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 moche la corne de brume. Très impressionnant. Armel qui sera donc notre maître du temps ce soir. Donc si vous l'entendez, c'est qu'on est trop long. Et si on est trop long, c'est qu'on est un petit peu chiant. Bon, nous sommes aujourd'hui donc avec Armel, avec Max, avec Éric et moi-même pour vous parler ce soir. Mais il y a quelqu'un qui se cache. Qui est un peu plus haut là-haut en régie, et il s'appelle Guillaume Bouzard. Guillaume Bouzard va ponctuer la soirée de son talent de dessinateur. Vous pouvez lui réserver un accueil chaleureux, il est juste là-haut. Voilà, on va voir ses dessins au cours de la soirée s'afficher sur l'écran. Coucou Guillaume! Donc voilà, on est plusieurs acteurs finalement, mais il y a encore un acteur dont on a parlé, c'est vous, le public, parce que vous aussi, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de la conférence pour poser des questions. Comment Parce ça? Avant, vous posiez des questions tout à la fin, mais bon, du coup, ce n'était pas des questions très intéressantes, parce que vous avez les questions du début, puis on se souvient pas. Ouais. Là, vous pouvez intervenir quand vous voulez pour poser une question. Vous posez des questions quand vous voulez. Max, comment ils vont faire pour poser des questions? Eh bien, ils intellectualisent, ils réfléchissent à une question, puis ils poussent sur leur code vocal en articulant la Non. bouche Comment pour qu'on puisse parvenir. Comment ils vont faire pour nous interpeller? Ah, pour prendre la parole, pardon, autant pour moi. Voilà. Oui, en fait, c'est très simple. Vous prenez votre flash de téléphone, comme ça, on vous voit, vous mettez la lumière et vous dites parole. Voilà, comme ça, nous, on vous repère et on vous donne la parole immédiatement, ou si on est en train de terminer un truc. Mais on va faire un test d'ailleurs. Voilà, ceux qui ont le téléphone allumé, donc les gens pas très polis, vous mettez-le en mode avion. Vous pouvez, allez-y. Allez-y, levez tous votre téléphone. C'est ça, continuez. Voilà, c'est allez-y. joli, Ouais, ça. c'est Allez-y, allumez superbe. tous vos téléphones. Allez-y, voilà, Eric vient là. Voilà, comme ça ils croiront qu'on est au concert de Coldplay. Voilà. Merci bien. Voilà, nickel. Bravo à vous. Prends ça, M. Pokora. Voilà. Attends, il faut que j'éteigne, sinon j'ai plus avoir de batterie. A priori, je vais pas en avoir beaucoup besoin. Mode Bien. avion. Eric, on a fait déjà tous les deux, avec toute l'équipe du Marie-Poitevin, de l'université, une conférence, spectacle qui s'appelle « Et la mer monte ». Explique-nous pourquoi nous avons une nouvelle conférence qui s'appelle « La mer contre-attaque ». On a fait la mer contre-attaque parce que quand on a parlé de la mer monte, on s'est limité aux submersions marines et on s'est limité aux côtes basses. Or, il y a tout un tas d'autres côtes, et en particulier les côtes hautes, les côtes sédimentaires hautes. Et ces côtes sédimentaires hautes, elles sont affectées par un problème avec le changement climatique qui va s'accentuer, c'est l'érosion. Et ça, on n'en a pas parlé du tout
Donc c'est un peu dommage quand même. C'est ça que ça s'agit ce soir. Voilà. Et donc, il faut parler de cette érosion, il faut parler de ces côtes hautes, mais peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Ça serait intéressant de savoir. Ah oui, on peut avoir une oui. petite lumière dans la salle pour savoir. Alors, qui c'est qui parce était que- absent la dernière fois? Ah, ouais. un Mais il y a nouveau quand même plus public. de gens qui étaient là, a priori. D'accord, la dernière d'accord, fois. d'accord. Ça Mais va, ne ils avaient vous pas Bon, inquiétez il y avait pas mal d'absents. Alors, vous savez quoi? Oui, Moi, j'ai déjà fait une fois. Alors, je vais vous proposer un truc, les gars. oui. C'est vous qui allez faire le résumé de Et la mer monte. Ah, Eh carrément. ben c'est parti pour le Récap récap. Hop là. Oh, pardon. D'habitude, ça marche. Ah, ça sent agacé ou maintenant? Ah, fin. Ah, bon, qu'est-ce qu'on comprend fait? rien. On va enlever ça. Je suis ta mère. Contre-attaque. Alors, Bon, alors, première. ah, elle l'a eu, elle, là-bas. Ah, c'est tout M-R. Rapport au fait. Alors, très simplement. Bon, ça commence très bien, mon texte est foutu. Bon, on annule, mais on refait ça demain à la même heure. À la succursale Marcel Pagnol, il y a moins de place. Première question que nous aimerions vous poser. Y a-t-il des climato-sceptiques dans la salle? Ah oui, Non. non, j'avais entendu antisémite, pardon. Ah, mais non. excuse-moi. Alors, oui, il y en a. Vous pouvez rester. Ah, il y a des lumières qui s'allument carrément, ils ont rien compris. Bien. Max, je ne sais pas si tu es courant, mais on va avoir la tâche périlleuse ce soir de faire un petit récap de l'épisode précédent. Donc on va parler de CO2, on va parler de réchauffement climatique. Et c'est pas comme s'il y avait Valérie Masson-Delmotte dans la salle, qui est la coprésidente du GIEC. Eh, Eh oui, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. C'est un peu comme faire une analyse de Star Wars devant George Lucas, quoi. c'est ça. Je suis pas en train de dire que vous avez inventé le réchauffement Ah, non, climatique, non. par contre. Hein, Mais on va faire ça en bons élèves, on va garder le texte et on va, Max, tenter de ne pas dire trop de bêtises. Ouais, effectivement, alors, on va essayer d'être un petit peu sérieux. Alors, je commence. Le CO2 est un gaz... Ou dioxyde de carbone. Oui, est un gaz à effet de serre qui est naturellement présent dans l'atmosphère et dans le Coca-Cola. Sa concentration dans l'atmosphère est en partie responsable des modifications du climat terrestre. Plus il y a de CO2, plus il va faire chaud. Grosso modo, Valérie, c'est ça? Maintenant, regardez ce graphique. Il montre le niveau de CO2 dans les 800 000 dernières années. Voilà, donc on peut voir, c'est calculé en ppm, partie par million. Donc on voit que pendant un long moment, ça a oscillé entre 180 ppm et 280 ppm. Voilà, ça correspond à peu près 0,018% de l'atmosphère jusqu'à 0,028%. Mais ça se gâte. Mais oui, depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire il y a à peu près 200 ans, on a sorti du sol beaucoup trop de charbon, beaucoup trop de gaz, beaucoup trop de pétrole, qu'on a fait... C'était quoi ce bruit? Ah, c'est toi. Ah, c'est moi. Qu'on a fait brûler pour faire fonctionner nos machines, nos moyens de transport. Et tout ça, ça a fait grimper, paf! Ici, vous voyez la courbe à 400 parties par million, ce qui est conséquent puisque c'est le double. Environ 0,04% de l'atmosphère. Ça n'a l'air de rien, mais une augmentation comme celle-ci en CO2 est inédite par sa rapidité, c'est du jamais vu, et il faut des milliers, voire des centaines de milliers d'années pour revenir à un état qui précédait cette hausse de CO2. Donc pour faire un petit peu une image, admettons que ça c'est toute l'atmosphère de la Terre. Donc avant, il y a quelques siècles, le taux de CO2 c'était ça. Voilà. Et là ça a un peu augmenté, donc maintenant c'est... Non. Mais voilà, c'est un petit peu exagéré. Mais il y Pas a du tout, un peu Max. plus de CO2. Pardonnez-moi, c'était pas du tout. Pardonnez-moi. Et ce taux de CO2 qui augmente fait mécaniquement augmenter les températures. L'augmentation des températures fait mécaniquement monter le niveau de la mer, fonte des glaces, dilatation de l'eau, et donc redessine les côtes. Donc, émanation de CO2, c'est ça qui redessine nos côtes. Et c'est ça qu'on va aborder ce soir dans
la mer contre-attaque. Max, je me pose une question. Oui. Regarde, Oui. là, on a des mesures qui nous indiquent 400 parties par million aujourd'hui. Comment on fait pour savoir qu'il y a 800 000 ans, il y avait ce taux de CO2 dans l'atmosphère? Il n'y avait pas de scientifiques à l'époque. Non, c'est vrai. On pourrait Eh oui. dire, oui, on peut mesurer l'atmosphère d'aujourd'hui, mais comment on mesure l'atmosphère d'avant? Eh bien, parce qu'il y a encore un peu d'atmosphère d'avant qui a été capturée. Et parce qu'en fait, il y a des bulles qui sont dans la glace. Et donc, si on trouve de la glace qui est très ancienne, on trouve à l'intérieur des glaces des bulles qui contiennent un moustique avec du sang de Non, dinosaure. non, je non, déconne. non. Non, voilà. Donc, on trouve à l'intérieur de la petite bulle de l'atmosphère de l'époque, et ce qui nous permet de savoir qu'avant, avant la révolution industrielle, voilà, on avait moins de CO2 dans l'air. D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'Éric Chemillon a une petite anecdote à oui. ce sujet. Ah, j'ai déjà fait, Ah, je il vais se pas la fait prier. refaire, je vais pas Oh, la mais refaire. Allez, on s'il te l'encourage plaît. un petit peu. Narla-nous, 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 Narla-nous. Narla-nous, vas-y Eric, Narla-nous. Bon, ok, Ah. ok, d'accord, d'accord. Puisque vous insistez à ce point-là. Bon, il faut parler d'un grand scientifique français. Il s'appelle Claude Lorius. Et ce grand monsieur, ce glaciologue, en fait, dans les années 50, quand il y a eu l'année géophysique internationale, il était déjà dans les laboratoires, c'était vraiment un jeune homme. Et puis il a lu une annonce, et l'annonce c'était est-ce qu'il y a des volontaires pour aller en Antarctique? Attention, dans les années 50, hein, pas. Hein, Ouais, c'est il y vrai, avait des c'est pattes encore- d'EF dans la glace et plus. Ah, voilà, c'était un- C'était un gros projet, quoi. On partait pas aux champignons. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait aller à Tahiti en bateau, ensuite prendre un bateau pour aller en Antarctique. Ensuite, vous étiez dans l'Antarctique, plus personne pour vous chercher, etc. Et le gars, il a dit oui, carrément. Comme ça. C'est ça l'anecdote? Non, non, non. Ah non. Pardon. Ah non, mais voilà, un peu Il de a dit suspense, oui. un peu de suspense. Et donc voilà, les nuits en Antarctique, elles sont longues. Et voilà, il se trouve que Claude, il aime bien le whisky. Et il y avait de la peur. glace. Il y avait de la glace. Ah. Il y avait de la glace, il faisait des carottes de glace. Et donc il utilisait la glace de Oui, il l'Antarctique. s'est dit, tiens, il y a de la glace, là, c'est bon, je vais la mettre dans mon whisky. Et On puis, the rocks. Voilà. Et en non, regardant sa glace fondre, il s'est aperçu qu'il y avait des petites bulles qui sortaient dans le whisky. Mais non. Si, je te Ah, jure. et comme ça, il a compris du coup qu'il y avait les bulles coincées dans la Bah, glace. il a compris. Il s'est dit, mais si ça se trouve, dans cette glace, peut-être qu'est piégée l'atmosphère fossile. Et il l'idée a est venue de là. étudié Alors à l'époque, cette on ne glace. savait pas analyser tout ça, hein, mais c'est venu plus tard. Mais l'idée initiale, géniale, est venue de ce grand monsieur. Eh bien, écoutez, Éric Chemillon, Ouais. merci beaucoup pour cette anecdote. On l'applaudit Ouais. bien fort. Voilà. Bon, une chose est... Autrement dit, Oui, pardon. l'abus d'alcool, des fois, ça va. Hein? Ne répétez pas. Merci Guillaume, tu commences fort. Donc une chose est certaine, l'eau va monter. En revanche, on ne sait pas encore précisément si en France on va avoir plus de tempêtes, plus d'ouragans. On en est un peu plus sûr dans d'autres endroits du globe, vous aurez constaté. Et or, nous sommes plus de 3 milliards d'humains à vivre sur les côtes, sur une bande de 150 km. Et donc, il va falloir s'adapter. Eh oui, sauf que s'adapter, ouais, c'est facile à dire, mais ça se fait pas en claquant des doigts, alors que cette courbe de CO2, cette courbe d'augmentation du niveau de la mer, elle va très vite. Elle va même un peu plus vite que tout ce qu'on avait pu justement calculer jusqu'ici. Donc, il faut que... On sait en plus que dans le passé géologique, hein, à chaque fois qu'il y a eu des grands changements de concentration de CO2 dans l'atmosphère, ça a engendré des crises biologiques et environnementales, même pas ce mot, qu'il a fallu des centaines de milliers d'années après ces crises pour retrouver le même état qu'il y avait avant la crise. Le changement qu'on vit maintenant est très très rapide. Sommes-nous prêts à affronter ce changement, nous qui ne sommes que de vulnérables petits humains? Sachez que pendant le dernier million d'années, le niveau des océans a oscillé de 100 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus 100 mètres, moins 100 mètres, ce que ça représente. Et si on regarde ici le niveau marin des 2000 ans, max, Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est à une échelle plus courte. Du coup, en 2000 ans, le niveau marin il a augmenté de 20 cm. Voilà. Et depuis la révolution industrielle, donc depuis 200 ans, il a augmenté de 25 cm. Ça veut dire qu'il a plus augmenté en seulement 200 ans qu'en 2000 ans. Voilà. Si vous vous dites que 25 cm, c'est pas beaucoup, rien. arrête-toi là, Max. Rien, ouais, t'as raison. Donc on voit bien l'impact du climat sur le niveau marin, et si on diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre, eh ben, d'ici 2100, c'est pas 25 cm qu'on va prendre, c'est 1 mètre. Dans les cas les plus pessimistes. Oui, bon, il y a un peu de Photoshop, mais bon, c'est voilà.
Bon, eh ben, Max, on a bien travaillé. Je prends un Allez. petit Doliprane. Eric, tu prends la relève si tu veux ou si tu peux. Allez, ça marche. Allez, vous on avez se bouge vraiment un été petit trop peu, bon. hein. Merci. On a tout appris du maître. Hein, va. Ah Merci. oui, oh, si c'est Ah, vous gentil. pouvez les Ah, applaudir. si. Vous pouvez les Allez, applaudir. fin du show. Bye bye. Parce que moi, je dis, faire Non, ça non, devant reste là, bien Valérie, c'est sûr. quand même pas mal. Hein. Mais est-elle seulement là, Valérie? Bah, je sais pas. Ouais, comment- il y a des balances, quoi. Elle est là. Salut. Eric, je te donne ton. Ah oui, des ma années petite 80. zapette. Ouais, Ta c'est zapette. ça, mon téléphone portable. Bon, bah c'est bien, en fait, vous nous avez expliqué le niveau marin global, ce qu'on appelle dans notre jargon de spécialiste le niveau marin eustatique, c'est global, c'est partout sur la planète, mais se surajoute à cette variation du niveau de la mer, à cette élévation du niveau de la mer, se surajoutent des variations locales, beaucoup plus rapides et beaucoup plus intenses. Alors il y a les tsunamis qui font ça, on ne va pas en parler, on n'a pas le temps, mais il y a aussi les tempêtes. Alors ces tempêtes, j'ai représenté l'effet de ces tempêtes avec une coupe, hein, c'est une coupe ici, où donc vous avez une espèce de pente régulière, ça symbolise le fait que plus on va vers la mer, plus c'est profond. Et puis j'ai représenté une digue, donc une digue en coupe. Voilà, il faut avoir un peu d'imagination, c'est un bâton, quoi, voilà, parce que c'est en coupe. Alors avant de parler des tempêtes, il faut parler de la marée. Donc vous savez qu'en Charente-Maritime et dans bien des endroits du monde, il y a des marées, donc des marées avec des coefficients variables. Chez nous, les plus grandes marées, elles font 6,50 m. Donc entre les plus basses mers, les plus hautes mers, c'est 6,50 m. C'est beaucoup, hein, non? C'est pas mal, oui. C'est ce qu'on appelle une zone macrotidale. D'accord, donc c'est à, Oh là là. à l'échelle mondiale, nous on a des marées. Ouais. Sur les chapeaux de roue. Oh Ah, merci. Ça a l'air tellement écrit, ça, c'est fou, alors que c'était vraiment improvisé. Non, c'était. Merci. Et Max. donc, évidemment, on l'imagine, une tempête, ça fera plus mal si la marée est haute. Alors imaginons ce qui se passe si la marée est haute. Eh bien, quand il y a une tempête, il y a une chute de pression. Mais non, c'est un plan en coupe. Patate. Donc, quand il y a une tempête, il y a une chute de pression. Quand il y a une chute de pression, bien, on estime qu'à chaque hectopascal perdu, la mer monte de 1 cm. Alors là, j'ai pris l'exemple de la fameuse tempête Xynthia, qui est l'événement de référence chez nous. Et donc, ça fait déjà, rien que pour la pression, 45 cm. À cela s'ajoute l'effet du vent. Alors, l'effet du vent peut être très important, puisque quand le vent souffle sur la surface de la mer, eh bien, il y a un frottement et... Oh là, je sens qu'il va Non, mais y parce avoir- qu'on est Non, quand même vas-y, là pour continue, faire un on- peu des expériences, donc on va Alors, souffler. Non, mais voilà, on va faire Non, moi je suis sûr que c'est l'expérience. n'importe quoi. Voilà, quand le niveau est déjà très haut, si on rajoute du vent par-dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, Eh ben, tu vas voir, ça va Voilà. pousser. Oui, il y a du matos. Et alors? effectivement, quand on souffle sur l'eau, Ça l'eau déborde. bouge. Eh ben, c'est la physique de base, hein, voilà, c'est ça. Ah là là, Donc, continue, il y a- Eric. Ah, bah, c'est bien voilà, parce bah, t'es gentil. Non, voilà, on appelle ça dans Mon notre jargon texte, il est le trop wind setup. Donc ça fait une élévation du plan d'eau, voilà. Pour rectifier, il y a le papa qui est J'ai au un- niveau du sable sous la, sous la mer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, l'effet du vent. Hein. J'essaie de rattraper le fil de l'histoire. Oui. On est juste là pour que tu galères un peu plus. Ouais, tu mais vois. non, mais j'ai remarqué, figure-toi. Et puis après, il y a l'effet des vagues. Alors les vagues, on va beaucoup en parler dans la soirée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les vagues déferlent, eh bien, elles en fait, entraînent une élévation du plan d'eau le long de la côte. Et donc ça se surajoute à tous les autres phénomènes. Et puis enfin, évidemment, il y a le déferlement. Et quand il y a le déferlement, eh bien, la lame d'eau, elle glisse sur la plage, sur la dune, sur la digue, et elle contribue, elle aussi, à élever le plan d'eau. Alors, ça peut être très important hein, pour Xynthia, les effets combinés de la chute de pression, du vent et un tout petit peu des vagues. C'était 1,60 m. Alors, on appelle ça la surcote, c'est le mot scientifique pour décrire cette élévation anormale du niveau des mers. Et puis, dans certains endroits, dans la baie d'Aiguillon, ça atteint quasiment 2 mètres. Pour la tempête Martin, en 1999, en Gironde, ça atteint aussi 2 mètres. Donc, vous voyez que ça peut être important. Pour les tempêtes tropicales, ça peut être encore plus. Ça peut être plusieurs mètres, ça peut être 5 mètres, 6 mètres. Donc, c'est vraiment une contribution très importante voilà, pour les submersions. Ah bah, c'est l'heure. Ah bah voilà, ça tombe bien. Ah, Nouveau chapitre. c'est parti.
C'est le moment où je suis décoiffé, c'est ça? Alors, je vais m'amuser là. Non. Eric, quel rapport avec la choucroute? Bah, le rapport avec la choucroute, c'est qu'on va vous expliquer qu'il y a donc différents types de côtes. Alors pourquoi? Parce que cette conférence, l'objectif, c'est de vous expliquer l'érosion. Tout à fait, expliquer l'érosion, les mécanismes d'érosion, puis ensuite on verra pourquoi le changement climatique peut amplifier cette érosion. Enfin, on verra comment on s'adapte. D'accord? Ok. Alors on va commencer par les différents types de côtes. Oui, s'il te plaît. Alors les côtes hautes, les côtes hautes, les côtes basses, ok? Vous suivez jusque-là? Oui, Ouais. bah oui, oui. Alors les côtes hautes, c'est souvent des côtes sableuses et Oui. c'est souvent des côtes où il y a des vagues. Et quand il y a des vagues, Mathieu? Ok, il y a du surf. Ok. Ok, Bravo. all right. Et moi? Alors à toi. Alors maintenant, on va parler des côtes basses. Donc les côtes basses, en général, c'est des côtes vaseuses. Ah. Et du coup, il y a des crevettes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop de surf, Bah, il y a pas plutôt de des surfeurs, pêcheurs. il y a des pêcheurs. Voilà. Donc si un jour vous ne vous rappelez plus comment distinguer les côtes hautes des côtes On se basses, souviendra de ce grand moment bah, vous d'acting. regardez les pratiquants. Hein. Si vous avez des gens comme ça, vous êtes pourquoi sur une c'est- côte haute et là sur une côte basse. Cousin machin. Pourquoi c'est moi qui me retrouve avec l'épuisette et lui qui se retrouve avec la planche, quoi? C'est dingue. Max, t'as déjà fait du surf? Bah non, mais j'ai encore plus galéré avec ça, a priori. Hein. Non mais. Ah bah écoutez, on te dit qu'il y a des côtes basses. Et dans les côtes basses, il y a des vagues. Et il y a des vagues, il y a du surf. Tu fais pas de surf. Max, tout le monde a compris là. Tu fais pas de surf, tu fais de la pêche toi, ok? D'accord. Max. Mais dans les côtes basques, il y a du surf pourtant. Oh la vache. Côte basse, pas de surf. Tu comprends ou pas ce que je te dis, Max? Ah putain, il m'a fait surprendre. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas faire cette démonstration de force, mais il m'a énervé. Non, mais... Ok. Ok, allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va commencer par commenter un schéma sur la classification des côtes. Alors ce sont pas des points noirs, hein. On dirait d'ici, mais. Comme ça, des points noirs. Ah, désolé, mais. C'est que tu vois des points noirs. Mais grâce à la Bah, nouvelle oui. crème. Regardez. Ah ouais, moi, je suis désolé, j'ai jamais vu de points noirs sur ce dessin. Tu te souviens pas des pubs Biactol? Quand le Malgré ton grand sébum âge. obstrue les pores... Eh ben, on a pas les mêmes références. Hein. Bon, on a. Nous ne non, sommes mais pas dans le même camp, madame. c'est clair, c'est clair. Ah, c'est notre On a rôle vu. de le concentrer, d'accord? Bien, alors Vas-y, donc, Eric, on va faut se dire. concentrer. Bon, Ah, ben voilà. C'est les gens qui sont sur les côtes mi-basses, ça. Allez, Eric. bon, allez, c'est parti. Vas-y, C'est parti, champion. c'est parti. Donc, on classe les côtes de la façon suivante. Donc, le premier paramètre pour les classer, c'est par rapport à leur dynamique. Est-ce que les côtes, elles gagnent sur la mer? À ce moment-là, on les appelle côtes régressives. Donc, c'est ce qui est écrit ici, régressives. Et il y a les côtes transgressives. Dans les côtes régressives, c'est facile à comprendre. Il y a par exemple l'objet que tout le monde connaît qui s'appelle le delta à l'embouchure. Donc en fait, le fleuve charrie d'énormes quantités de sédiments, de vases, de sable, etc. Ça s'accumule dans l'embouchure et donc du coup, ça avance, ça avance, ça avance sur la mer. On D'accord, parle de donc quand on- régression. Une côte régressive, en fait, elle avance sur la mer. Elle ne C'est régresse ça. pas, c'est ça? Ben, Ils sont forts, les scientifiques. C'est quand même, ouais, c'était pas mais compliqué non, mais- de trouver mais un parce terme que- qui correspond. Non, mais les quoi. gars, c'est parce qu'on se place du côté de D'accord. la mer. Eh oui, Ah, d'accord. Eh voilà, oui. donc, Vous êtes des vrais terriens en fait. Ah. oui. Ah, c'est ça le truc. Désolé, c'est pas, Pas très sûr. logique, mais bon. Bon, Continue. alors, par opposition à ces côtes régressives, il y a des côtes transgressives. Donc là, c'est le contraire, c'est la mer qui grignote Qui sur grignote. la Terre, d'accord? Ok. Bon. Alors ça, c'est le premier critère. Et donc en Europe, chez nous et dans pas mal d'endroits du monde, ce qui domine, c'est ce qu'on appelle les côtes transgressives. Alors il y a un deuxième critère de classification. Le deuxième critère de classification, c'est l'hydrodynamique. Donc qu'est-ce que c'est l'hydrodynamique sur les côtes? C'est principalement les courants liés à la marée versus les courants liés aux vagues. Et donc on part d'un côté où il y a un pôle vague ou houle, et de l'autre côté, il y a un pôle marée. Et donc on va faire la visite des côtes transgressives depuis les dominées par les vagues jusqu'aux dominées par les marées. Et on commence. Alors ça, c'est une photo qui a été prise en Galice, un très joli coin d'Europe, dans le nord-ouest de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit ce qui est représenté ici en jaune, vue d'avion. On voit une barrière. Ça, c'est vue d'avion, ça. Là, c'est vue d'avion. Ah oui, Et là, d'accord. c'est vue de la dune. Et on voit le cercle rouge aussi depuis l'avion? Ah oui, regarde. On essaiera.
Du coup, on voit une barrière, mais derrière, Voilà, il y a de l'eau. alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une barrière? Ben, vous voyez, c'est un bourrelet sédimentaire. C'est un tas de sable, quoi, pour simplifier. Ok. Et ce tas de sable, il a été construit par les vagues. On va en reparler. D'accord. Voilà. Suivante, deuxième environnement. Alors là, on prend le cas d'une barrière qui est un petit peu spéciale, parce que d'un côté, elle est accrochée au continent, mais de l'autre côté, elle est libre. On parle d'une flèche sableuse. Et cette flèche sableuse, elle est quand même magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est très jolie. C'est très beau. C'est pas loin d'ici d'ailleurs. Ouais, c'est en Vendée. Oui, j'ai lu aussi. Voilà. Et du coup, cette flèche, elle reste pas toujours la même, elle évolue. Ouais, elle n'arrête pas d'évoluer, on en reparlera. Et tu vois, elle a une morphologie très spectaculaire avec des crochons successifs. Enfin bref, on va crochons. reparler de tout ça. Ouais, Des crochons. C'est la baie des des crochons. crochets, des crochets, des crochons. Il y a un petit peu une. C'était pas prévu ça non plus. Hein. La baie des crochets. Allez, on va se déplacer un petit peu plus vers le pôle marais et maintenant on arrive aux embouchures. Donc qu'est-ce que c'est les embouchures? En fait, c'est des lieux de communication entre un bassin qui est semi-fermé et puis la mer. Alors ici, on est au sud de la Charente-Maritime, c'est ce qu'on appelle la baie de la Palmyre, et cette flèche sableuse et cette embouchure, cette flèche s'appelle la flèche de la Coubre. Ici, il y a le phare de la Coubre. Voilà. Et donc ça, c'est la Palmyre, etc. D'accord ? Alors maintenant, on va parler d'une embouchure un petit peu plus large. On arrive carrément dans un estuaire. Et cet estuaire, eh bien, vous voyez, il est fermé par une très grande flèche. Alors ici, ça s'appelle le Cap Ferré. Cet estuaire s'appelle le bassin d'Arcachon. C'est l'estuaire de la Leyre. La Leyre, en fait, elle débouche ici. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit delta au fond, enfin, la une Leyre. levine. Et là, Voilà. c'est la dune du Pilat qu'on voit en bas en tout. Alors tout la en dune bas. du Pilat, c'est ce carré-là, tu vois. Ouais, D'accord. c'est exactement ça. Ouais. Tout Tout à fait. petit vu d'ici. Alors on appelle ça estuaire dominé par les vagues, parce que vous voyez, les vagues arrivent à construire une barrière qui presque ferme l'estuaire. Et c'est les vagues qui le font. On va passer à l'estuaire suivant. Alors que là, c'est la Gironde. Alors on devine qu'il y a une flèche qui voudrait fermer. Là, il y en a une autre aussi, c'est celle de tout à l'heure, la Coubre. Mais elles n'arrivent pas à fermer. Pourquoi elles n'arrivent pas à fermer? Parce qu'il y a trop de courants de marée et ça empêche l'estuaire d'être fermé. Voilà. Et là, on va aller dans le cas le plus extrême. Donc là, c'est les plus grandes marées de France, c'est quasiment les plus grandes marées du monde. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. On retrouve la même forme en cône qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, par contre, on ne voit pas du tout ou quasiment pas de flèche. C'est complètement ouvert parce que les courants de marée sont énormes, colossaux. Et donc, c'est la marée qui domine. Eric, excuse-moi, j'en profite parce qu'on entend souvent dire de la baie du Mont-Saint-Michel que l'eau remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Comme tu es un expert et qu'on t'a sous la main, on va peut-être. Oui. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dépend, parce qu'en fait, si tu veux, dans cet estuaire, il y a des creux et des bosses. Donc, il y a effectivement des moments où, quand l'eau déborde une bosse, tout d'un coup, ça fait quasiment un flux torrentiel et ça va extrêmement vite. Voilà. Ah, parce que tu es un expert en cheval aussi. C'est ça. Expert en cheval. Là. Donc, on continue. Mais il en a qu'un, c'est pour ça. Ah non, il est parti. Ah non. Il va plus nous lâcher, là. Bien. Ok. Ah, il peut pas avancer sans les trucs. Ça vous laisse le temps de bien respirer. Bois un assimiler verre les d'eau, choses. Eric. Tiens, bois Voilà. un petit coup. Si, t'en as besoin. Et puis alors, t'as pas le bu dernier... Il boit pas, c'est un vrai chameau. Et après, il termine, il fait ah, je me sens pas bien. Oui, Eric, il faut boire. Et voilà, donc on termine par l'environnement le plus dominé par la marée qui soit, c'est ce qu'on appelle les estrans. Donc c'est des vastes étendues. Alors là, dans ce cas-là, elle est vaseuse, mais il existe aussi des estrans sableux. Donc ça peut faire des kilomètres de large, voire des dizaines de kilomètres de large. Et là, c'est complètement dominé par la marée. L'action des vagues y est exceptionnelle. C'est uniquement quand il y a des grosses tempêtes. Et donc c'est très ponctuel dans le temps. Et donc voilà, ça c'est donc les côtes dominées par la marée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? T'as fini? Bah, Ah, mais faut le dire. Chapitre suivant. Un chapitre suivant. Ce sont des vagues. Chaos. C'était très bien fait, les vagues, on les a bien vues. hop. Les vagues. Alors, Alors, oui, alors justement, on n'aurait pas pu le ondes mettre. à la surface de l'océan. Ça, Oui, c'est c'est vrai. scientifique, c'est pompeux. Les, On aurait pu les marquer. ondes à la surface de l'océan. Les vagues, donc. voilà. En fait, j'ai choisi ce titre parce qu'il n'y a pas que les vagues qui font des ondes à la surface de l'océan. Voilà. C'est ce que tu vas nous On expliquer. remballe Ouais. nos boules. Voilà, c'est ça. Alors, on va Allez. commencer par les vagues.
Alors, la première chose qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a différents types de vagues. D'accord. Alors, il y a des vagues qui sont très belles, très régulières, avec des crêtes. Dis avec une voix très douce. En fait, Belle. ce qu'il faut vous dire, c'est Puissante. que Eric pratique beaucoup de Incurvé. sports de glisse. J'ai vu 2 photos de lui dans les années 90, c'était quand même très impressionnant. Et quand il parle de vagues, il y a quelque chose de l'ordre, c'est Baudelaire, quoi. Tu vois, regarde-moi, c'est glacis, c'est magnifique. Non mais c'est vrai, on est d'accord que les vagues d'en haut Elles sont plus jolies quand même. que les vagues d'en bas. Elles Quand sont plus même. droites et Bah, elles sont plus regarde, régulières. c'est beau. ouais. Non, mais c'est Et magnifique. puis ça, c'est ce qu'on appelle une mer de vent, donc c'est un peu le chantier. D'accord. Mer devant, il y a, Non, il y a non, beaucoup non. trop de blagues qui viennent. On va Beaucoup pas trop de blagues et pas. Et il y a des enfants. Qu'on sache si on peut lâcher des vannes un peu. Genre caca dans le ventilo, tu peux dire. Ça va. Voilà. Les mers devant. Mer devant, bon. c'est- Bien. Alors. On a quelques amateurs de scatophilie, pas beaucoup. Mais Ils se reconnaîtront. Ok, alors en tous alors les cas... c'est quoi la différence du coup entre les deux? Voilà, non mais en fait, surtout, j'ai mis ça déjà parce que ce que ça montre, cette photo, c'est que tu peux avoir des vagues sans vent. Alors que là, tu vois, il y a des vagues et du vent. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de vent qu'il n'y a pas de vagues. Ok. D'accord. Et puis surtout, cette photo a permis de montrer les paramètres des vagues. Alors c'est quoi les paramètres des vagues? D'abord, c'est la hauteur. Hein, on voit la hauteur des vagues, donc on voit un monsieur là qui est en train de faire du surf, ça permet d'avoir une échelle. C'est lui. Non, c'est pas moi, pas du Non, tout. Non, c'est lui sur C'est moi celui qui du prends bas. la photo. Il avait c'est dit qu'il moi fallait qui pas prends le la dire, photo. Max. C'est vrai, c'est vrai. Mais, allez, voyons. Et donc là, on voit aussi les crêtes. 1, 2, 3. Donc on peut calculer, en tous les cas, c'est difficile sur cette photo, mais estimer la distance entre les crêtes. Et ça, D'accord. on appelle ça la longueur d'onde. La distance entre deux crêtes. Voilà. Alors, premier paramètre, la hauteur des vagues. Deuxième paramètre, la longueur d'onde. Et la Troisième paramètre, c'est très lié à la longueur d'onde, c'est la période. Alors, qu'est-ce que c'est la période? C'est le temps qui sépare, pardon. Ah oui, alors le mec ramasse des trucs pendant qu'il parle. Eh oui, Non, il fait. c'est pas Et donc, rangé, ah, c'est putain, ils ont Ah, mais pas alors, passé la par scie, exemple. ah, regarde-moi ça. Moi aussi, quand je suis un peu stressé, je fais le ménage. Ah, Alors, putain. Donc, un On petit- va essayer, par exemple. Vous êtes les vagues et moi je vous chronomètre, je calcule votre Voilà, période. c'est ça, on va Ah faire oui. la période. Allez, on va faire la période. Elle va pas trop loin quand même, parce qu'il faut on- que les gens voient la longueur Mais d'onde. j'allais aux chiottes en fait. donc. Ça va être une longueur d'onde assez. Vas-y. Allez, c'est parti. Je Tu suis marches une vague. Tu marches en même temps que moi. Oui. Ah oui, parce qu'il faut que vous alliez Allez, à c'est la parti. vie. Alors attention. Ah, c'est Broadway là. Hein. Top 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une belle longueur d'onde de 6 secondes. Ça va aller la démonstration. Voilà, donc vous Ouais. avez une hauteur de 1m80 à peu près, une période de 6 6 secondes secondes, et une voilà. direction court. Voilà. Jardin court. Donc, c'est On sait effectivement jamais. Court. Le troisième paramètre, c'est la direction. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant pour nos études de savoir ces trois paramètres. Évidemment, vous l'imaginez, selon la direction du vent, des vagues, etc., ça change complètement le... On n'avait même pas pensé à celle-là, dis donc. On a besoin donc de connaître ces paramètres. Et pour les connaître, on a des instruments. Et en Ah ouais, partie- un houlomètre. Non, un houlographe. Un houlographe. Ah ouais. Ouais. Putain, Max, t'es Je vachement remballe fort. mes Gaules. Ah, Voilà. c'est ce truc-là Ouais. Alors, houlographe. attention, faut pas confondre. Ça, c'est le houlographe. Et puis ça, c'est la bouée. Tu vois, c'est écrit Oléron. C'est la bouée de signalisation. Ah, on aurait dit un truc pour pêcher, mais des très 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 gros poissons. C'est ça, les très gros poissons. Ouais. Non, mais c'est pour pas que les c'est pour- bateaux embarquent le houlographe qui coûte D'accord. très cher. Alors d'ailleurs, à ce propos, Oh c'est là l'occasion pour moi C'est de vrai, vous bon. dire que ce houlographe, on l'a acheté avec un projet européen. On appelle ça des projets FEDER. Et voilà, ça vient du laboratoire. On peut consulter en temps réel, du coup, la taille des vagues qui s'affichent toutes les demi-heures. Voilà. On peut consulter. C'était Alors on peut consulter. J'y vais, hein. Non, mais c'est pas une vanne, c'est Je vraiment. tape quoi On peut taper quoi consulter, ça veut dire que tu peux regarder sur Internet en temps réel Sur sur, que- le site Candice. Candice. Alors vas-y. Si tu vas sur le site Candice, tu peux voir en temps réel La le- taille des vagues là-bas ce soir, tu vas voir. D'accord. Ça, c'est marrant parce que moi, quand je tape Candice dans le moteur de recherche. Oui, ça nous propose une conversation avec une femme mûre et décomplexée. Oui, non. Donc, alors. Bon, on va. Oh là là. On a une idée. On va N'allez changer pas, de sujet ne très tapez vite. pas à Candice.
Ne tapez pas Asi mineur. Non, mais- ça alors, Alors, c'est voilà. pas grave de savoir ce que font les vagues au final, parce que c'est vraiment important. Alors, c'est C-A-N. Non, quand même, je le dis quand même. Oui, oui. ouais. C-A-N-D-H-I-S. C-A-N-D-H-I-S. Et vous tapez à côté Oléron large, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs campagnes. Au cas où. Oléo. Candice, allez. Parce qu'il y a eu plusieurs campagnes, et donc la campagne active aujourd'hui, elle s'appelle Oléron large. Eh, ça vous dit de gagner des cadeaux ce soir? Est-ce que ça vous dit de gagner des cadeaux ce soir? Ah ben on va se faire un petit quiz sur les Allez. vagues alors. Allez. C'est parti pour le quiz. C'est là. C'est là. Un moulographe. C'est drôle. Alors. Mais un moulographe, ça existe déjà. On appelle Non, ça Max, un il y a des enfants. gynécologue. Bon. Oh yeah. C'est Si, parti si, elle est bien, pour elle est le bien. quiz. Alors on a des cadeaux à gagner. Des On va- cadeaux. On va fixer les règles tout de suite. Les règles sont simples. On va poser la question. La première personne qui se manifeste en levant la main ou en allumant son smartphone pour tous les faillots là, eh bien on lui donne la parole. Si la réponse est la bonne, cadeau. Ok. Cadeau. Max, question. Quelle est la hauteur, je vais les dire plus vite, de la plus grosse vague jamais surfée? La hauteur de la plus grosse vague jamais surfée. Oui. Attends. Oui. Ah, il a dit par Attendez. Vas-y. 14 Non. mètres, c'est non. Oh putain, ça va être le bordel, je le sens. Ouais, lumière. Non. Non. Ah, qui a dit 34? Qui a dit 34? Le monsieur avec le pull tricolore, il est là. Ah. Le million. C'est le monsieur avec la manche jaune. Bon, c'est pas le million monsieur qui a finalement. mangé? Non, regarde, c'est... T'as dit le Monsieur monsieur qui qui a a la mangé, manche il y en a jaune. plein partout. En fait, si ça se trouve, les gens n'ont pas compris, ils ont donné leur âge. La manche jaune. La manche jaune. Oui, voilà, la manche jaune. Bon, Oui, bah, c'est voilà, vrai. Oui, bien. j'ai dit avec le pull On tricolore. va se demander ce qu'il a fait avec ses mains, celui-là. Alors, Alors, il est où ok, ça va être Voilà, compliqué. Super, bravo. Alors, on bravo. va essayer d'être assez, voilà. On va changer les règles, c'est à celui qui gueule le plus fort. Alors, Max, deuxième question. Un peu plus dur. Quelle est la hauteur de la plus haute vague de tsunami jamais enregistrée dans l'histoire? voilà, pas forcément. Quoi? Attends, il a Attendez, dit. la première réponse, vous pouvez répéter? C'est Allez, on vraiment l'accorde. pas loin, on vous l'accorde. l'accorde. 525 mètres. C'était dans la baie de Lituya en Alaska. Et elle a enlevé un gros morceau de la C'est à montagne. qui Regardez, alors il y a un gros bout de montagne qui est tombé dans une baie et il y a une vague de 525 mètres. Alors, petite anecdote, tu fais des gros yeux, Colin, mais tu es au courant, c'est ton père qui m'a filé l'anecdote. Il a fait oh, c'est pas vrai. Petite anecdote, il y avait un marin dans cette baie à ce moment-là. Ah non. Ah. J'avais pas vu le tube. Alors, Et donc il y avait un marin dans cette baie, et dans cette baie, le mec a fait 525 mètres, et il est redescendu, il n'est pas mort. mais il a changé de fuseau horaire. Et il a changé son pantalon aussi, a priori. Question 3, Max. À quel artiste japonais Rapidité. doit-on la fameuse estampe Là, la grande j'ai là. vague de J'ai là, Kanagawa? j'ai là. Okusa, et c'est bon, c'est ici. Oh. Bravo, on peut l'applaudir. C'était pas Van Gogh? À ton tour. Alors, question suivante. À quel mouvement cinématographique appartiennent Godard, Truffaut, Romer, Varda? Oui. Qui l'a dit honnêtement? Ouais, en blanc là-bas, Eric. La dame en blanc. La nouvelle vague, bien entendu. En même temps, là, tu m'aurais sorti le nouvel Hollywood sur une Et ça conférence va, sur les c'est pas- vagues. et c'est pas trop fatigant de J'aurais rester trouvé là, ça. là pendant que je cours dans Fais le- ton taf, donne les cadeaux. Et enfin, comment appelle-t-on les vagues d'amplitude énorme qui se forment au hasard? Ah, il a dit là-bas. Les vannes scélérates. C'est lui Les avec vannes le- scélérates. c'est Charlie avec son Les truc rayé, là. vagues scélérates. Alors, Moi, j'en ai vu. Vaccélérate, c'est La- là, là. la- madame à Balance au lunettes. hasard, tu t'en fous, vas-y. Ah non, 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 non. Putain, non. je me Vaccélérate. suis... J'étais dans question pour un champion, j'ai même pas fini l'énoncé. Les vannes scélérates, oui, 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 Ah, mais oui, il a oui. dit Vaccélérate. Max, Attends, je Max, lui apporte aussi, c'est dégueulasse. Max, Mathieu, moi, j'ai pas suivi là. Qui c'est Alors, qui a on gagné a la avant madame à T'en lunettes as un qui... autre qui- Attends, vas-y. Ah, c'est on bon, va- elle a moi, eu son je cadeau. m'occupe de lui, là. Le tolard avec son truc. Tiens, vas-y. Putain, j'ai vraiment mis un slibard trop serré et mon pantalon, ça va pas du tout. Eh bien... On a plus 20 ans. Félicitations à toutes les gens qui ont bien répondu, bravo à tous. On va donc maintenant laisser Eric nous parler. Excuse-nous Eric, on te fait courir un peu partout. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. On a été pas mal assis dans la journée, ça fait du bien.
Ah oui, c'était un autre rythme hein, tout à l'heure. Tu fais exprès? Oui, oui, oui. Oui. C'est le 4 à la suite. On salue les dom-toms. Alors, on continue. On le fait très mal tous les deux, j'ai remarqué. Oui, mais l'important, c'est d'avoir les phrases que dit Canteloup. Voilà. Eric, c'est à toi. Et ça, on va le Alors. mettre ailleurs, c'est très moche. Donc une histoire de période. Donc on a parlé à l'instant de la période, on a vu donc, par exemple, on faisait une période de 6 secondes. Et on va replacer nos deux photos de tout à l'heure, donc la mer devant. Donc c'est plutôt courte période, donc c'est des périodes typiques qui sont de l'ordre de 5, 6, 7 secondes. Et puis la houle, tiens, on est chez toi Mathieu là. Oui, merci de dire où j'habite. Tu veux pas mon numéro de téléphone? Ouais, c'est chez moi, je suis basque. Ouais. Osso Irati, tout ça. Et donc voilà, d'ailleurs ça c'était un jour où la houle était particulièrement longue. Et donc on peut avoir des périodes qui vont jusqu'à 25 secondes. Et quand on passe 25 secondes, on arrive dans un autre type de vague. C'est ça. Alors là, c'est un type de vague, peut-être vous n'avez pas entendu parler, on appelle ça les ondes infragravitaires. C'est un type de vague un petit peu particulier. Alors la photo là n'est pas très spectaculaire, et ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo. Attention, c'est très impressionnant. Non, vraiment. Alors là, Waouh. on est au sud du Portugal. On est au sud du Portugal pendant une très grosse tempête qui s'appelle la tempête Hercule, qui a eu lieu pendant l'hiver 2014. Attends, je mets en route, t'es trop impatient. Ah oui, pardon, c'était en route déjà. Il y a eu un petit... voilà. Eh, c'était bien, hein. On l'applaudit bien fort. C'est une vague très rapide, on la voit pas. Bon, je vais peut-être me faire aider par la régie parce que y a ma zapette a répondu bien comme La il faut. zapette a répondu. Vraiment? On avait dit qu'on vulgarisait ce soir. Non, faut que vous voyez cette vidéo. C'est comme le 5e élément. Faut l'avoir vu une fois. Ma parole, c'est vrai. Carpen, mon ange. Corbett, mon ange. Non, mais c'est Alors. de se mettre en route, voilà. Voilà. Ah, play. il est là, le bouton qu'on voilà. cherche Là, depuis il y le a début, voilà. bouton play, il y a le bouton play. Et Là. donc, du coup, voilà, on est pendant la tempête Hercule. Alors, au début, vous n'allez pas voir grand-chose parce que les vagues sont tellement énormes, il y a tellement de mousse qu'on ne se rend pas compte. Là, au large, vous avez peut-être 10 mètres de vagues. Hein. On entend le bruit. Ouais, quand donc il même. y a des rouleaux, ça tabasse, mais Voilà, c'est voilà, pas c'est méchant. les vagues normales, celles dont on parlait tout à l'heure. Et attention, 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 il y a une vague infragravitaire qui va arriver. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, faut pas crier. Oh, Attention. je crois qu'elle est là. Je Une crois vague qu'elle est là. infragravitaire, Max. Fuyons. Oh la vache. Ah oui. Voilà, c'est la fameuse vague qui te surprend quand tu es sur la plage. Tu sais, tu fais « Oh, ça va ». Tu vois la limite, et puis à un moment, il y en a une qui arrive et qui te mouille le... Voilà, c'est exactement ça. Le C'est la sif. vague qui surprend le baigneur ou qui surprend le nourrisson. le plageur, le plagiste. Ah oui, hein, mais c'est très dangereux. Puisque tu disais, Eric, moi au Pays Basque, parfois, je me balade avec ma fille, on ramasse des déchets parce qu'on est très écolo. Et une fois, j'ai failli la perdre comme ça. C'était horrible. Elle est partie, je fais Une vague infragravitaire. J'ai fait oh non, une vague infragravitaire. Oh Lila, non, oh puis merde. Non, c'est pas vrai. J'ai pas d'enfant. Ok. Menteur. C'était pas la mienne en tout cas. Ah oh, je peux pas mouiller pour les autres. Voilà, là on va Pardon, Eric. continuer notre petite balade à travers les fréquences et puis et les périodes. Donc on va encore augmenter la période. Là on va plus parler de vagues au sens propre, on va arriver aux tsunamis. Donc les tsunamis qui ont des périodes typiquement de quelques dizaines de minutes, voire 2, 3 heures, 4 heures. Hein. Et donc effectivement, là c'est des vagues qui ont une puissance et une énergie phénoménale. On peut dire que les vagues infragravitaires, c'est un peu des mini-tsunamis. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, alors c'est pas des tsunamis au sens propre, hein, puisque c'est pas les mêmes causes, ce sont les vagues. Alors on va reparler tout à l'heure de ça, mais ça y ressemble. Hein, vous avez vu la vidéo, c'est assez spectaculaire. Et puis enfin, les ondes les plus longues, eh bien c'est la marée, tout simplement, hein, avec, oui. vous le savez, cette période à 12h25 minutes, donc qui fait la marée haute et la marée basse. 2 fois par jour, donc vous avez aussi la période à 24h50, hein, c'est-à-dire le cycle sur la journée. Donc voilà. Donc en fait, ouais, c'est ça, la marée, finalement, c'est une sorte de vague, mais pas espacée. C'est ça. Très. Tout à fait, tout à D'accord. fait, tout à fait. Voilà. Ah Eric. Super. Eh bien, Chapitre on va passer suivant. au prochain On va passer au chapitre. Bien. Alors.
Maintenant, Eric, nous sommes sur le chapitre. Ça passe à une vitesse. Nous sommes donc. Et n'oubliez sur- pas, j'aurais dit, que vous pouvez intervenir en allumant la lumière et en criant parole, parce qu'il n'y aura pas de moment de question. Donc vous pouvez intervenir quand vous voulez dans la conférence. Coupez pas au milieu d'une phrase. Non, mais, Mais, si, intervenez quand vous voulez, et nous on vous repère, mais dites parole et puis on vous donne Et la je parole. serai Si béni. vous voulez poser des questions, vous pouvez. Bien. Ok, alors on va donc rentrer dans le vif du sujet, l'érosion. Alors on va pas parler de tous les mécanismes d'érosion, mais on va parler de deux mécanismes principaux. Alors le premier, on l'appelle longshore. Alors pourquoi on appelle ça longshore? Parce que ça se produit le long du rivage, shore en anglais, rivage. Alors, une image satellite ou une photo aérienne d'ailleurs plutôt de l'île de Ré. On est au sud de l'île de Ré. Ici, c'est la pointe de Chauveau. Pour ceux qui connaissent, le pont est quelque part par là. Et donc, le phare de Chauveau est ici. Et ce qui est vraiment spectaculaire sur cette image, c'est qu'on voit les crêtes de vagues dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que la direction de propagation des vagues, elle va d'ici vers la côte. Et quand on est ici, d'ici vers la côte, ça fait ça. Donc la direction a changé de 90 degrés. C'est quand même assez étonnant. Et pourtant, c'est bien les mêmes vagues qui finalement arrivent, font le tour de l'île de Ré. En fait, c'est ça, elles arrivent toutes comme ça, et il y en a certaines qui font ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Et donc on appelle ça la réfraction. Donc je crois que j'ai mis des petits traits pour qu'on comprenne mieux. Voilà, la réfraction. On comprend Waouh, beaucoup c'est beau. mieux. Tu vois, ça Merci. marche assez Waouh. bien. Ça marche assez bien. Ah, voilà. Photoshop, ça. Ouh. J'étais sûr de mon petit effet. Ou alors c'était qu'il y avait un gros Voilà. bateau qui transportait des gros Mikado rouges et il s'est éclaté. Ça arrive, hein. Ça arrive. Néanmoins, alors on pourrait se dire, puisque les vagues, elles tournent comme ça autour de la côte, elles vont arriver toujours parallèlement à la côte. Mais pas tout à fait. Vous voyez qu'il y a un angle. Là, on voit par exemple la côte qui aurait à peu près cette direction-là, et puis la vague qui fait un angle. Puis finalement, partout où on regarde, il y a toujours plus ou moins un angle. D'accord ? Alors d'abord, pourquoi il y a cette réfraction ? Parce qu'en fait, dans les petits fonds, les vagues, leur vitesse de propagation, on appelle ça la célérité, ça dépend de la profondeur. Plus la profondeur est forte, plus les vagues vont vite, plus la profondeur est faible, plus les vagues vont doucement. Ce qui fait que quand elles passent d'un endroit peu profond à très profond, bien ralentissent du côté peu profond et elles continuent à aller vite du côté profond. D'accord ? Mais D'accord. comme En en gros, ski, quoi. en gros, quand elle passe près de la plage, c'est comme si il y avait la roue qui touchait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. D'accord. Pas mal. Hein, une bonne- Enfin, je une bonne- vulgarise, c'est mon métier. Elle est bien ton métaphore. Bon, alors pourquoi on parle de ça ? Parce que là, finalement, on a l'impression qu'on parle que de vagues et on ne va pas arriver à cette érosion. Alors, je vous parle de ça parce qu'effectivement, quand les vagues sont obliques, eh bien, ça génère un courant latéral, on appelle ça le courant latéral de houle, qui longe la côte. Et ce courant est responsable d'un transport, on appelle ça la dérive littorale. Alors, voyons cette dérive littorale sur la fameuse pointe d'Arcet dont on parlait tout à l'heure. Alors là, la dérive littorale, en fait, elle va de l'ouest, voilà, jusqu'à l'est, jusqu'au bout. Là, il y a un bateau qui donne l'échelle. Vous voyez, c'est un très gros objet quand même. Hein, cette pointe d'Arcet. Oui, d'accord. Tu n'avais pas vu le bateau ? Ouais, non, je me suis dit, on peut courir dessus et sauter Non. à cloche-pied, mais non. Enfin, tu peux, mais tu mettras plus de Et donc, Oui. parce que ce que j'ai représenté de façon schématique, c'est des flèches qui montrent l'intensité du transport. Donc là, le transport, il est faible, et puis il grossit, puis il grossit, puis il grossit. Le donc- transport de sable. Le transport de sable, voilà, et donc qui est induit par ces houles obliques. Et donc, finalement, puisqu'il y a de plus en plus de sable qui est transporté, eh bien, il va y avoir de moins en moins de sable sur la côte. Et c'est le premier mécanisme d'érosion. D'accord. Ensuite, on a tout un secteur où la dérive littorale elle est constante. Donc là, il ne se passe rien. Hein, la côte ne bouge pas. parce Elle que est ça- ni en érosion, ni en accrétion. Elle ne bouge pas. Tremble James Cameron, Mettez vos lunettes. qui sont situés sous Et votre puis évidemment, vous y attendiez maintenant, on arrive au bout de la flèche, donc cette fois-ci le transport il diminue, donc comme il diminue, eh bien, du sable va se déposer. Et ce qui fait que la flèche, ça va s'éroder dans ce secteur-là, là elle ne va pas trop évoluer, et au contraire, là elle va grandir. chaîne. Donc le sable qu'on voit ici à la fin, à la base, il était tout là-bas au début. Voilà, c'est ça. Eric, Oui. est-ce qu'elles existent en Corée, Séoul? Je viens de l'inventer. Merci. C'est tout pour moi. Alors, Eric, du coup- dans ce cas de ouais. figure, le sable ne revient jamais en haut. Il est perdu pour la partie du haut. Alors tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que ce mécanisme est important, parce que quand le transfert va dans un sens, c'est perdu. Alors il y a quand même des cas de barrières où la dérive littorale peut aller dans deux directions, mais en l'occurrence dans ce système-là, c'est toujours dans le même sens. Voilà. Alors
Du coup, ça va me permettre de vous parler un peu des recherches, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop parlé des recherches qu'on fait à l'université, donc je vais vous placer allez, 2 résultats en tout voilà, qui ont été obtenus. On s'est dit, mais, puisque ces flèches, c'est construit par les vagues et que le transport dépend des paramètres des vagues, si on revenait en arrière, est-ce qu'on n'aurait pas, à travers l'histoire qui est enregistrée dans cette flèche, est-ce qu'on n'aurait pas la reconstitution des vagues anciennes? Donc tout est parti de là. Alors du coup, on s'est attardé sur les images, les cartes historiques. Donc on voit, là vous voyez c'est 1824, là on finit en 2005, donc on voit que la flèche elle grandit. Vous voyez c'est des centaines de mètres, hein, ça va vite. C'est grosso modo de 20 mètres par an en moyenne, mais des fois c'est 50 mètres par an, des fois c'est un peu moins. Donc c'est vraiment un objet, c'est presque vivant en fait cette flèche, tellement elle pousse vite. Il y a d'ailleurs un déplacement de la cocaïne qui se fait Par dérive littorale. Ok. par dérive. Alors là, c'est sur une échelle de temps plus courte, hein, c'est des photos aériennes. Hein, depuis qu'on a des photos aériennes, donc 1945, vous voyez que ça n'arrête pas de changer. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, comme on dit, le trait de côte. On a contouré la flèche à chaque époque. Hein, Ah d'accord. tu vois, donc ça, à chaque couleur, une époque. Et donc, du coup, on a pu mettre en évidence les dates des grands crochons. Alors, les grands crochons, les crochets, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Donc, on voit qu'ils arrivent successivement, 1958. Ah, après, il y a une période où la flèche change de direction, de croissance. 1982, deuxième crochon, et puis elle grandit à nouveau, et puis on arrive à la période la plus récente. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les moments où la flèche grandit dans le sens de son allongement, c'est des moments où les vagues étaient statistiquement plus grosses, plus fortes. Donc c'est des hivers plus tempétueux. Et les moments où la flèche se replie sur elle-même, à forme ses crochons, c'est des hivers plus calmes. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai intitulé ça le houlographe sédimentaire. Parce qu'en fait, c'est une histoire de mémoire des vagues. C'est ça, Voilà. en fait. En observant ça, on peut comprendre Voilà. qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que des flèches sableuses comme ça, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et il y en a même des fossiles. Hein, par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé sur le lac Tchad et qui ont étudié ces flèches fossiles, qui ont des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Ça a permis de reconstituer la direction du vent et donc de faire aussi de la paléoclimatologie. Voilà. On a fait le tour, je crois. Bah oui, là, il y a comme un blanc, hein, donc je pense que... Chapitre suivant. Chapitre suivant. Eh. Bon, vous avez compris. Et ton panneau? Mais je me suis dit qu'ils avaient bien compris que c'était chapitre à côté. Ah ouais, le mec a démissionné, quoi. Bravo, Max. Il est là, il est pour ça. Bien. Alors, évidemment, on a parlé longshore, maintenant on va parler cross-shore. Donc, Évidemment. Ah, Parce que pas de longshore sans cross-shore. c'est ça, tout à fait. Donc cross-shore, qu'est-ce que ça veut dire? On le Ça dit veut souvent. dire perpendiculaire à la côte. Donc du coup, tout à l'heure, on voyait les choses vues d'avion, et maintenant, on va les voir en coupe, dans une direction qui est perpendiculaire à la côte. Alors, vous le savez de tous, tu avais quelque chose à dire, Max, peut-être, important? Oui, Ouais, c'est c'est le un en peu- coupe. On Et essaie du de coup, se non. positionner. Avant, on était au-dessus, maintenant, on est de côté. C'est ça, on est de côté. Donc il y a le Ah, déplacement d'en haut, ouais, et de côté, il y a un déplacement comme ça. c'est ça. Alors Ils bon, ont vous le compris, je savez, crois. vous le savez tous, Mais vous moi, j'avais habitez au bord de la mer, les vagues, quand elles arrivent à la côte, elles se déforment. Alors la première déformation qui se produit, c'est la déformation dans les petits fonds. Alors on appelle ça en anglais le shoaling, et ce shoaling, en fait, ça se manifeste par des crêtes très étroites, hein, vous les voyez ici, et par des creux relativement larges. Et à cause de cette asymétrie dans la forme de l'onde, eh bien, en fait, ça produit un mouvement d'eau rapide et court vers la côte, comme ça, et un mouvement lent vers le large. Tu vois, une espèce d'accélération là, toc, Oh la vache. toc, Tac, comme ça. d'accord, voilà. Toc. Mais ça, on l'avait D'accord. pas, je vous l'avais pas fait celle-là. Et J'ai non, un peu et non, surpris, le là. coup du toc, là, Ah, on mais il y l'avait a pas pas. celle-là. Nous Et découvrons ce soir. on a des petites surprises comme ça. Donc au début, elles sont dans... Quand il y a beaucoup de large, elles sont comme Voilà, et elles ont cette forme, et du coup, en fait, ce mouvement, ça pousse les grains de sable au moment où le courant va vite vers la côte. Donc finalement, là, on apprend, et on se dit, bah, attends, il est en train de nous parler d'érosion, il est en train de nous expliquer que les vagues amènent du sable à la côte. Et oui, les vagues, Rembourser peuvent notre aussi, érosion. les vagues peuvent amener aussi du sable à la côte. Alors après, on arrive évidemment à la zone de surf. Qu'est-ce que c'est la zone de surf? Eh bien, c'est la zone où, Où on pêche pas. voilà, la zone où on ne pêche pas.
C'est la zone Bien, où bien. les vagues déferlent. Donc on voit là, encore chez toi. Hein. Eh ben, c'est là que ça se passe, qu'est-ce que je te dise hein. Et donc voilà, c'est la zone de déferlement qui arrive à peu près approximativement quand la profondeur d'eau est le double de la hauteur des vagues. Et puis après, il y a une zone dite de déferlement où il y a beaucoup de mousse. Hein, voilà. Mais alors, attends, Ici. ah oui, elle déferle là, et là, elle a tout Voilà, le temps donc de... tu vois là, elle va déferler et clac, après tu as toute cette zone, dite zone de déferlement qui se termine par des mousses. Et puis ça se termine par ce qu'on appelle le jet de rive. Donc le jet de rive, c'est la fin, la vague va mourir sur la côte. Voilà. Donc on a les 4 étapes. Voilà. Alors, on n'a toujours pas parlé d'érosion. Non. Alors, voilà, et donc on va y arriver. Quand il y a un déferlement, en fait, les vagues, au début, sont hautes, et puis brutalement, leur taille diminue. Et cette diminution de taille des vagues, ça va imposer une force horizontale dans le sens des plus grandes vagues vers les plus petites vagues. Et c'est cette force qui va être équilibrée par l'élévation du plan d'eau dont on a parlé tout à l'heure, qu'on avait appelé le wave setup. D'accord. D'accord. Donc, plus les vagues sont grosses, plus Plus leur diminution va faire qu'il y a une grosse force qui arrive. Voilà, c'est ça, et qu'il va y avoir donc une élévation du plan d'eau sur la plage. Ok. Ok. On n'a toujours pas parlé d'érosion. Non. Voilà, mais non, mais voilà, faut être patient. Et donc en fait, cette force, elle est décroissante vers le fond. Donc elle est très forte en surface, beaucoup moins forte en profondeur. Et donc à cause de ça, il y a un mécanisme de tapis roulant qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui va se mettre en place qu'on appelle le courant de retour, en anglais c'est undertow, et qui va arracher le sable et qui va l'entraîner vers le large. Et donc plus les vagues sont grosses, plus cet undertow il est gros, et plus il va emmener le sable vite, intensément et loin, parfois même tellement loin. Et ça, c'est encore dans le sud-ouest de la France. Vous savez, il y a un canyon qui est tout près de la côte, là, le canyon de Cap-Breton. Ben, si le sable il tombe dans le canyon, c'est foutu. On le perd à tout jamais. Parce que, C'est foutu. Et s'il n'y a pas de canyon, on va dire que ce qui est ramené peut finalement... Voilà, revenir. c'est ça. Donc après, en période de beau temps, eh ben, quand les vagues sont modérées, à nouveau, le sable peut revenir. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, Eh écoute, bien, eh bien, moi, ça me paraît passionnant. J'ai envie de faire gagner d'autres cadeaux. C'est bizarre, hein. J'aime Ouais. bien ça. Max, tu te souviens ce petit quiz qu'on s'est fait? je me souviens que oui, les gagnants n'étaient pas légitimes parce qu'il y avait d'autres qui avaient dit la réponse et qui ont gueulé. Et donc, on va rattraper ça, hein, c'est essentiel. Alors. Max, je propose un petit quiz, mais cette fois-ci. Vous sur le levez la sable. main et on vous pointe. Jingle, Quiz. musique anxiogène. Bienvenue dans Ça se dispute. J'accueille maintenant Philippe Solers. C'est qui est Philippe Solers? Écrivain. Ah, Première question. D'où vient l'essentiel du sable des plages en France? on lève la main. Alors, t'as déjà eu un cadeau. En rouge là-bas, on vous écoute. En rouge. Des anciens coraux Non. en France. Non, En oui, France. là-bas. Oui, Des montagnes, bravo. bonne réponse. Eric, On allez, applaudit ton bien petit fort. footing. Petit applaudissement pour De monsieur. l'érosion des montagnes, effectivement. Je savais pas, tiens. Oui, parce que les montagnes s'érodent, c'est transporté par des petits ruisseaux, ces pierres sont cassées par le vent et la glace. Elles arrivent finalement dans des grandes rivières, qui arrivent dans des grands fleuves, et tout ça dans D'accord. l'estuaire, le sable qui est devenu tout petit est distribué sur la côte. Voilà. Et avec tous les barrages qu'on fait partout, le sable n'arrive plus à la côte. D'où les problèmes. Max, pardon, je m'égare. Oui, de quoi est composé le sable blanc des atolls? C'est là que tu dois le dire. Non mais non, mais... Alors, du coup, il n'y a pas que les coraux, mais il y a quoi d'autre dedans? Alors oui, le monsieur avec les cheveux. Comment? Attends. Oui, Non, c'est le bordel notre truc là, Max. Il va falloir qu'on... Je vais aller dans le le public. monsieur avec les cheveux au milieu, là, avec beaucoup de cheveux. Monsieur, qui a des Ah, oui, cheveux oui, oui. là, s'il vous plaît, faites un effort. Oui, c'est ça. C'est que des micro-organismes, des coquillages, des crustacés et des coraux. Bravo. Il est où? On peut l'applaudir, c'est celui qui a des cheveux là. C'est terrible parce que vous avez entendu toi là-bas avec les cheveux et vous dites... Attendez, je serai impitoyable. Dans Bon. quel pays se trouve la plus haute dune du monde? Pays. Ah, ça fait moi les fierros là. Hein. Alors, Non, pas Mauritanie. oui, Là-bas. le monsieur avec le pull... Pardon? L'allemande? Non, pas la Non, France. Quoi? la Namibie, on l'a entendu. Ouais, en fait, t'as dit Namibie là-haut? Non, t'as pas dit Namibie. Il l'a dit ici. Il a dit. Bah attendez, donc t'as répété? Mais nous n'avons pas les moyens Non, de il le question pour un savait, il le champion. savait. 2 cadeaux, Eric, pour la dame qui est Bah, là ça me derrière, qui permet est de timide et qui placer, fait non, tu non, vois, c'est pas que moi. Quand tu veux c'est faire une vous. évaluation, Et vous en faites pas, monsieur, c'est pas t'es obligé terrible, d'avoir les des cadeaux. systèmes un peu Vous plus faites pas. sophistiqués. Oui, que ça. bah la dernière fois, les gens étaient disciplinés, ils allumaient leur lumière. Max, à toi. 95% des 7 millions de tonnes de sable pompées dans l'Atlantique et dans la Manche servent à une seule chose. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce Ouais, sable? là-bas, en rouge.
Attendez, il y a le monsieur en rouge. À faire du béton, bonne réponse. Du on applaudit. béton. Il est où, il est où Il est Bravo là, à tous, c'est j'ai l'impression le que rouge. vous Qui a moins de êtes nombreux cheveux. à avoir... On continue. Combien faut-il de sable pour faire 1 km d'autoroute? Combien de... Oui 30 000 tonnes. C'est une bonne réponse pour Mais non. Charlie avec ses lunettes. Très bonne réponse. mais Attends, si, parce si, qu'il si. faut lui demander. Tu travailles dans le sable? Ah, bah, voilà. Mais oui, on avait oublié qu'on avait Alors, des experts dans la Est-ce salle. que tu es un élève d'Éric Chaumillon? Ça- Pas dans cette filière. Non, il est Il y a marchand une de autre dans béton. le surf, quoi. Ah, vous avez... Max, à vous toi. avez- Est-ce qu'on n'a pas posé celle juste avant? Vas-y, Combien de vas-y, tonnes de on verra béton plus sont tard. coulées chaque année? Vas-y. Combien de tonnes de béton sont Eh, coulées Mathieu, chaque moi année? je suis pas là. Qui c'est qui Ah a bah faut te gagné manier un peu les... Hein, lui, Voilà. C'est toi, oui, d'accord. il arrive que Alors tu sais, chaque t'es- année Ah là dans le là. monde, hein, combien de tonnes de béton on coule? À une vache près, hein, on n'est pas... Oui, là-bas 104 000 tonnes? Ah non, mais... Non, mais non, on vient de dire qu'il faut 30 On est 000 loin tonnes du pour faire compte. 1 km d'autoroute. Oui, là-bas, lumière, très bien. Mais allez, vas-y. Non, non. Alors, petit indice. Oui Combien Milliards. Combien de Il milliards? a dit 10 milliards. Non. Non. Céline Dion C'est- Céline C'était Dion. Céline. Non, non. Alors, combien de tonnes de sable? Oui, là-bas. Oui, c'est toi, Jean-Michel. Non, combien de tonnes de béton? De béton, pardon. Oui 7, Pardon 7 milliards. 7 milliards, on accepte, c'est 6 milliards. Ouais, on n'est pas à 1 milliard près, t'as Ah, raison. un là. milliard près. Allez, hop là, à la louche. Il m'en reste un petit peu, je vous le mets quand même. Il est où le Euh, 7 milliards? Il est où 7 milliards? Alors là, très intéressant, combien de tonnes de C'était qui sable pour faire une centrale nucléaire? Impressionnant, vous allez voir. Allez, faites des propositions. C'était qui Oui qui a dit 7 milliards? Bon, c'est un peu moins. 600 quoi? Carottes, chou-fleur? Combien? Non, allez. Combien il y a de mois dans l'année? Allez, cadeau. On annule cette question, elle était trop facile. Alors, qui c'est qui a gagné? Personne. Ok, Ouais, bon, mais bah, on déçu. regarde. Ah, bah, il y Alors- avait un monsieur là qui a fait une réclamation parce que soi-disant qu'on l'a pas vu. Bah, Qu'est-ce il qu'on avait fait qu'à aller allumer son téléphone, qu'est-ce que je te dise? Max. En vrai, allumez tous pour les dernières questions. Allumez-le tous. Ah Allez-y, non, c'est on nul, pose ça pas va de ça va questions, moi le faire non j'attends. plus. Pourquoi les pays du Golfe utilisent du sable marin pour construire leur gratte-ciel alors qu'ils sont en plein désert? Oui, il y a là-bas. plein de sable. Alors, en premier, Attends, c'est le monsieur il y a avec le monsieur pull qui est rouge. là-bas. C'est encore monsieur en rouge. Oui, pourquoi? Ouais, mais alors ça, c'est pas. Bah, vas-y, On a là. Eh, attends, Max, elle avait Max, allumé la Max, lumière. Oui, Max, pourquoi? Max, il faut regarder ici, là. Je crois que tu as une réponse. Oui, mais il y a on va privilégier ceux qui ont mis la lumière. Pardon? Eric, c'est ici la bonne réponse. Oui, elle avait allumé la lumière, elle a donné la bonne réponse. Le sable du désert était brassé par le vent et une érosion par Et éolienne. Mathieu, Du Mathieu coup- pendant que tu es en route, tu vas peut-être donner le En sable. fait, c'est ça. non, bah, non, je me casse. Le sable est ça rond. va. Je termine mon explication de ce joyeux Ouais, bordel. c'est parce que là, Parce- c'est intéressant. Parce que, en fait, le sable du désert subit une érosion éolienne, ce qui fait que les grains de sable roulent sur eux-mêmes et deviennent ronds. Eh bien, dans un parpaing, le sable rond, ça tient moins bien que du sable anguleux que l'on peut trouver sur les côtes. Voilà. Ah. Merci, Père Castor. C'est plus facile de faire des Legos avec des Legos finalement. Bon, Armel a estimé que nous avions dépassé le temps sur ce quiz. C'est très Bah, dommage. Tu sais, Mathieu, quand même, qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qu'il y a maintenant des nouvelles technologies de béton avec du sable éolien, mine de rien. Ils prennent les grains Sable, un à un, ils les C'est taillent. tout récent, ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bien, allez. Ah bah oui. Ah oui, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais non, c'est à moi, c'est à moi. Elle est là-bas. Ça sert à rien de s'agiter. Hein. La musique continue. Alors, donc on va arriver à la fin de cette conférence. Maintenant, il faut expliquer pourquoi il y aurait finalement, à cause du changement climatique, un changement dans ce régime d'érosion. Donc on va voir l'influence du niveau de la mer sur l'érosion. Alors il y a une classification très pratique qui a été faite par un auteur américain qui s'appelle Salinger
et qui a proposé de classer l'aléa en fonction des hauteurs des vagues par rapport à la dune. Donc on va commencer par le premier mécanisme, qui est le mécanisme dit de jet de rive, on en a déjà parlé. Donc en fait, ce jet de rive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les vagues, qu'elles soient hautes ou basses, sont cantonnées à la plage. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, quand il y a une tempête, il va y avoir ce courant de retour, la plage va s'éroder, et puis au contraire, quand il va y avoir du beau temps, la plage va se recharger, puis finalement, votre plage, la plage qui est devant chez vous, ou que vous connaissez bien, elle vient régulièrement s'éroder en hiver, se recharger en été, etc., etc. Et souvent, le bilan est à peu près nul, et donc c'est pas très grave. Donc on peut dire que l'aléa n'est pas très important. Ça va, ça va. Ah, mais j'ai eu peur que vous n'arriviez pas, parce que maintenant il faut expliquer. Ah non, on y arrivait super bien. Il faut expliquer Comme le un jet de gant. rive. J'ai l'impression. Je ne suis pas un animal. Comment ils font dans les clubs là? Je crois que dans les clubs, ils n'ont pas de vêtements dessous. Ah, Oui, tu vois, c'est 15 ans d'études, bon. on a voyagé, Éric Chemillon. Je vois. Pardon, on t'a coupé. Non, mais voilà, maintenant je suis au jet de rive. J'ai expliqué qu'il y avait donc un combat entre les vagues en bleu. Les vagues en bleu. Elles sont où les vagues en bleu? Ah pardon, alors oui, Voilà. Et la dune en jaune. Bonjour. Eh oui, je suis une vague. je suis la dune. Putain, je voulais faire du cinéma à Attention, la vous base, allez moi. faire du jet de rive. Donc le jet de rive, il est cantonné à la plage. Pardon, j'ai oublié un accessoire. Putain, on aurait dû répéter tout ça. Ok. J'ai perdu mon texte. Alors, on va dire que je vais pas avoir besoin de mes mains. De toute façon, je suis une dune. Et oui, par contre, faut remonter un petit peu. Hein. Ah oui, oui. Eh oui, la cravate qui sort, ça fait mauvais genre. C'est la pollution plastique. On va pas mettre les capuches parce qu'il fait chaud. Allez, les capuches, les Fous ta capuches, capuche les capuches, les Fous ta capuche. Non mais la capuche, tu l'as pas très bien mis, Max. Tu l'as pas très bien mis. Hein. Je pense que des réalisateurs de renom vont m'appeler suite à cette soirée. Excusez-moi, je cherche mon texte depuis tout à l'heure. Je suis pas du tout concentré. T'es Bien, sûr, alors, t'es Eric- sûr qu'il est pas dans ta conviction? Nous étions Au jet de rive. au jeu de Alors rive. Max, tu fais la dune. Hein, tu te mets bien à l'endroit, voilà, et puis tu bouges plus parce que la dune, elle va pas bouger beaucoup. Ah. Bouge pas, je suis les, une les dune. vagues, elle va beaucoup bouger. D'accord, je suis une petite vague. Je suis un jet de rive. Ah là là, je me sens propulsé. Hop. Ah. Tu ramènes du sable. Oui, oui. Ah, 2 secondes. Oh, je prends un peu de sable parce que je suis un peu coquine quand même. Putain. Mais je le rapporte. Arrêtez-moi bien. cette mascarade. Ok. Je reste inchangé. Je suis contente. C'est de la viscose. Je vais Bien. faire un œdème. Ce qui est bien, c'est qu'il faisait pas chaud avant de mettre les Non. combis. Donc on va augmenter l'aléa maintenant. Ah, un aléa, vous savez ce que c'est? Pas facile, Aléa. Hein. Allez. Non, non, mais sans blague, c'est le premier qui me trouve la définition d'aléa sur Google ou sur Ecosia, il gagne un cadeau. Si, bah si. Parce que l'aléa, c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un aléa? Oui, où ça? Vas-y, dis-le tout fort. La probabilité qu'un événement se passe. Ah, c'est- Oui. Oui, Oui, bah oui, ça. allez, cadeau, oui, oui, oui. Il est où le sac à cadeau? Allez-y, Allez, arrière, Éric pas Chemillon. est. Allez, Éric Chemillon. Ah ouais. non, j'ai spoilé le cadeau. Oh, zut. Je suis déjà jaune. T'es où? T'aurais pas pu descendre? Bravo à toi. Pardon Eric, je reviens, la petite vague C'est revient. là, tu vas être Voilà. encore Mais plus de toute façon, sensible. il faut quand même que j'explique la collision. Alors, Oui, oui. collision. Voilà. Donc le régime de collision, qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, les vagues, en partie ou en totalité, vont attaquer plus haut que la plage, sur ce qu'on appelle le front de dune. Aïe, Et aïe, donc aïe, là, aïe. la conséquence de ça, donc là j'ai mis une photo toujours de ce fameux hiver 2013-2014, qui Ah était oui. l'hiver le plus tempétueux depuis 1948. Et voilà, on est à la Cano, vous voyez, on est en plein régime de collision. Donc la dune s'érode, et puis là c'est des photos du sud de l'île d'Oléron, juste après un événement de collision, donc on voit ce que ça donne.
eh bien, on voit effectivement que la dune s'effondre. Donc, Préparez-vous à avoir un grand moment d'acting. Donc, collision. donc voilà, donc la mer va monter plus haut là. Ok. D'accord. La mer monte un peu plus haut. Je suis une vague. Ah, je te tape. Je te prends du sable. Mais je ne te le rends pas. Allez hop, je suis une autre vague. Tiens dans ta gueule. Je te prends du sable et je ne te le rends pas. Oh Je le mets dans mon escarcelle. Putain, j'ai mal à mon front de dune. Il m'a tout pris. Eric, si tu pouvais te manier un peu. Ah non, j'ai envie de profiter de ce moment. Allez. Non mais moi surtout c'est vrai que c'est ça, il y a un côté, Alors- voilà, c'est minéral, tu ne bouges pas. Voilà. Ouais. Alors on va augmenter l'aléa. Donc cette fois-ci, les vagues vont passer carrément au-dessus de la dune, mais On l'a fait plein de fois. Mais, mais ce n'est pas la totalité des vagues, c'est la crête de la vague. Et donc ça va envoyer, comme on dit, des paquets de mer. Des paquets de mer. Je vais t'envoyer des paquets de merde. Pourquoi j'ai l'impression d'être tombé dans une soirée un peu étrange. Ok, Mais- démonstration. Je suis une vague encore un peu plus grosse et je pars à l'assaut de cette dune. Franchissement par paquet de mer. Bam! Et là, qu'est-ce qui se passe? J'embarque du sable, je jette le sable derrière. C'est bien ça, Eric? Oui, Le c'est sable n'est ça, pas tout perdu. à fait, tout à Je fait. prends du sable de par là-bas et je fais ha. C'est chelou. Ah. Et je laisse du sable derrière. Donc le franchissement n'est pas si mal. Eh bien oui, c'est ça la leçon, c'est qu'en fait, finalement, on voit la mer qui passe par-dessus la dune, alors on dit « Oh, la catastrophe Alors qu'en fait, ça va. Tout va bien. !» Et c'est pas tant la catastrophe que ça, puisque finalement, du sable, au lieu d'être arraché, repartir en mer, comme on l'a vu, ben, cette fois-ci, il va passer de l'autre côté de la dune. Et Dans les Eric, souvenirs. je crois qu'il y a une petite... Mais oui, mais tout à fait, Oui. tout à fait. Mais là, je sentais tellement à fond dans l'action que je me suis dit, il ne faut pas les interrompre. Ah, voilà. Alors, on va regarder ça en vidéo, parce qu'on s'est dit que pédagogiquement, ça pouvait être assez utile de Oui. compléter Oui, par rapport à oui, notre oui. chorégraphie. On peut poser d'autres questions sur des définitions de mots aussi. Ok, alors là, on est à la Belle Henriette. La Belle Henriette, en fait, c'est un secteur qui est en amont par rapport à la dérive littorale, d'ailleurs, sur la pointe d'Arcet. Ah bah c'est Et ce on- que j'ai mimé, quoi. Oui, voilà. Voilà, et donc on a une brèche qui s'est faite dans la dune. Pourquoi? Parce qu'à chaque vague, vous voyez, eh bien, les paquets de mer vont passer par-dessus, et donc on le constate quasiment sur cette C'est vidéo. pas beaucoup mieux fait que ce qu'on vient de faire. Non. Non. Hein? Non, mais on sent qu'ils voilà, ils ont engagé des acteurs peut-être un peu plus. Mais c'est kiff bourricot. Alors, en tous les cas, ce que vous avez vu sur cette vidéo, c'est que c'était des vagues à relativement haute fréquence, pour reparler des termes de tout à l'heure. Donc, c'était vague à vague. Alors là, on va passer à un autre phénomène de franchissement par paquet de mer. Là, on est au sud de l'île d'Oléron, toujours pendant ce fameux hiver 2013-2014. Et voilà. Donc, on est au sud de l'île d'Oléron. Oui. Et attends, bah oui, mais Oui, oui, c'est j'entends, la- j'entends. Momusson. Voilà. Et donc on a une vague qui va passer. Ah oui, elle franchit là. Hein. Là, elle franchit. Mais vous voyez que ça dure beaucoup plus longtemps. Ça va durer très longtemps. C'est vrai qu'il faut pas laisser le tomber bébé là. Hein. Non. Bah tu le c'est- retrouves un peu plus loin. Avec le sable. Alors ça, posé ça- de ça- l'autre ça a une côté. force colossale. Et là, je crois qu'on peut refaire l'analogie avec un petit tsunami. Hein. Ça embarque Bah, les ouais. troncs, ça embarque le sable, etc. etc. Voilà. Et c'est là qu'on doit faire la démonstration de ça, nous aussi? Non, Non, ça, non. non, ça, on va arrêter. Bah, c'est là. ce qu'on vient de D'accord. faire ça. C'est ce qu'on Ah vient oui, de faire. on l'a déjà fait, ça, Oui, oui, effectivement. ça, on l'a déjà fait. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a deux types de franchissement par paquet de mer. Il y a le franchissement rapide avec des petites vagues, et puis il y a le franchissement avec ces ondes longues, les ondes infragravitaires. Et donc, je Ouh là crois là, que ça mérite ouh là là. une explication. Attention, attention, ça va être chiant. Attention. Alerte aux scientifiques, accrochez-vous à votre slip parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Alors attention, on va essayer de vous aider. Les ondes infragravitaires, Éric Choumillon. Bah ouais, faut un petit peu expliquer. Ça fait 2 fois qu'on en parle, et puis on n'a pas expliqué d'où ça sort ce truc-là. Eh oui. Alors là, ici, on a représenté des vagues de 2 mètres avec 2 périodes. On a expliqué ce que c'était la période. Donc, on a mis une période à 14 secondes, une période à 15 secondes.
Donc, ce qui fait qu'à des moments, les deux vagues, elles sont en face. Vous voyez, pic à pic, elles sont en face. Et puis, il y a des endroits, au contraire, où le pic d'une vague est en face du creux de l'autre vague. Donc, dans ce cas-là, comme les deux vagues sont pic à pic, elles vont s'additionner. On peut dire, parce que techniquement, du coup, ça ne représente pas des vagues qui sont réellement sur la même, est-ce que c'est les ondes, en fait? Voilà, parce que dans la nature, les vagues sont mélangées, mais là, pour les besoins de la démonstration, on les a séparées. D'accord ? Et donc, il y a des fois, les ondes, elles sont superposées, et des fois, elles sont à contretemps. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Donc, qu'est-ce que ça donne dans la réalité ? Il y a des moments où les vagues se somment. Donc là, on avait des vagues de 2 mètres, ça fait des vagues de 4 mètres. Et puis, il y a des moments où les vagues, au contraire, se retranchent. Il n'y a presque plus de vagues. Puis, à nouveau des grosses vagues. Puis, à nouveau des petites vagues, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais le surf beat. C'est le rythme de surf. C'est parce qu'il y a des... Est-ce que tu as compris autre chose ? Donc, il y a des moments où il y a des séries de vagues, il y a des moments où il n'y a plus de vagues. C'est pour ça que peut-être même vous avez expérimenté ça au bord de la mer. On regarde la mer, il n'y a pas de vagues. Et puis, hop, tiens, il y a une série de vagues qui arrivent. Donc, en fait, la courbe du bas, ça représente assez réellement ce que sont les vagues dans le C'est ça, monde voilà, avec réel. des séries, des grosses, des Et en petites, haut, des grosses, des petites, c'est etc. les ondes qui composent cette vague-là, on va dire, quoi. Voilà, en fait, C'est-à-dire- là, tu vois les grosses Voilà. vagues et les petites vagues qui succèdent. Ok ? Alors, du coup, là, il va se passer un mécanisme qui est le même que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu, quand il y a le déferlement, on passe des vagues hautes aux vagues basses, et donc il y a une force horizontale. La même force horizontale, elle va se mettre en place. Donc, il va y avoir une force horizontale des grosses vers les petites et des grosses vers les petites. Donc, les deux forces horizontales vont converger. Et à cause de ça, ça va imposer une élévation du plan d'eau. Et c'est ce qu'on voit ici, à basse fréquence. On a donc cette élévation du plan d'eau. D'accord ? Alors, quand il y a déferlement sur la côte, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, les petites vagues, les vagues normales, elles déferlent, elles disparaissent, en fait. On l'a vu sur les vidéos. Par contre, l'onde infragravitaire, eh bien, il n'y a plus qu'elle. Elle est libérée, en quelque Il ne reste sorte. plus que la courbe rouge qu'on Voilà. voit en bas. C'est C'est-à-dire ça. ce truc qui monte très fort et très vite, et du coup, quand Et ça qui arrive... dure longtemps, puisque tu vois, regarde, Oui, depuis... c'est pas une crête, c'est juste une grosse masse d'eau qui avance en même temps et qui va du coup Ouais, beaucoup c'est plus ça. loin. Voilà, et qui monte et qui descend. Il faut- Et tu vois, là, on est entre 100 secondes et 300 secondes. Ça fait environ 200 secondes, donc on est sur des durées qui sont supérieures à la minute, de quelques minutes. Ouais. Et en fait, il se trouve que sur certaines côtes, et surtout dans les tempêtes, là où il y a vraiment beaucoup de vagues, ces ondes peuvent devenir très grosses, elles peuvent atteindre 1 mètre, 2 mètres, et c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. D'accord ? Bon, voilà, c'est passé, les ondes infragravitaires. Eh ben oui. Et donc ça, c'est un c'était mécanisme essentiel pour l'érosion pendant les tempêtes. D'accord. on va remettre nos trucs. Ok. Allez, on va passer à l'aléa ultime. Non, pardon, j'oubliais, c'est vrai, parce que bon, voilà, je commence à perdre le fil. Alors voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand il y a ces fameuses vagues infragravitaires ? On a dit que ça fait un débordement, et donc ça génère ce qu'on appelle un cône de débordement. Alors plusieurs photos. Donc là, c'est un ancien étudiant, il est très grand, il fait au moins 1,90 m, ça donne une échelle, et vous voyez que le tas de sable qui a été transporté, il fait plusieurs décimètres. Donc c'est vraiment beaucoup de sable qui arrive derrière la dune. Et puis là, ça permet de voir un peu aussi d'autres travaux qu'on fait à l'université. Donc juste pendant l'hiver 2013-2014, on a suivi ce washover, là, qu'on appelle ça en anglais, ce cône de débordement. Et puis on l'a vu se former, on a fait des carottes à l'intérieur, on a fait des tranchées. Hop là, pardon, excusez-moi. J'ai toujours du mal à revenir en arrière, je ne comprends pas. Oh, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc on a fait des tranchées, puis qu'est-ce qu'on voit dans ces tranchées ? On voit des jolies couches avec des alternances de noir et puis de clair. En fait, c'est qu'il y a de sable de différentes compositions. Il y a des sables noirs qui sont des sables avec des minéraux noirs, et puis des sables plus jaunes avec du quartz. Peu importe, on voit très bien les couches, et surtout ce qu'on a pu montrer, c'est que ces séries de couches correspondent à des épisodes de tempête. Donc à chaque fois que tu as une flèche jaune, c'est un épisode de tempête, et chaque couche, c'est une vague infragravitaire. Et pourquoi on fait ce genre de travaux ? Il n'y en a pas Parce que- souvent. Pardon ? Il n'y en a pas très souvent, du coup. Ouais. Oh quand même, ça fait pas mal de Mais couches. c'est sur combien de temps, ça, tout ça ? Alors ça s'est passé pendant un hiver. Ah oui, autant pour moi. Voilà. Et donc du coup, pourquoi on fait ce genre de travaux ? Parce qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des analogues, c'est-à-dire après une tempête, après un tsunami, on va sur le terrain, on regarde les dépôts. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'ensuite, on travaille sur le passé, on se pose toujours la question, combien de fois une grosse tempête est arrivée ?
combien de fois un tsunami est arrivé. Donc on a besoin, en remontant dans le passé, de caractériser les dépôts. Et le Graal, c'est de distinguer les dépôts de tsunami des dépôts de tempête. Donc ici, voilà, vous avez un modèle de dépôt de tempête. Il fait chaud, Eric. Hein? Il fait chaud. Oui, alors on termine. Et donc l'aléa ultime, c'est l'inondation, c'est-à-dire que les vagues passent tout le temps au-dessus de la barrière. C'est la catastrophe. Ici, on a Dauphin Island. On est dans le sud des USA après l'épisode Katrina. Et puis là, c'est sur un autre terrain de recherche sur lequel on travaille. On est à Saint-Martin. Je ne sais pas le truc, voilà. On est à Saint-Martin, et donc vous voyez ce que ça donne quand on a l'inondation. Voilà, les palmiers sont pliés, les maisons sont embarquées, etc. Alors vous allez nous faire donc Dans mes bras, l'inondation. baby. L'inondation, est-ce que je mets du sable ou pas? Est-ce que j'en prends ou pas? C'est ça la question. Le sable, il va partout, mais vers le continent. Je suis une vague de tempête. Force. Force 6 à 7 sur le littoral méditerranéen. En fin de journée, les eaux des passagers se dissiperont. Voilà. Je suis une tempête. Bonjour. J'enlève cette merde là. Plus Mais il y jamais avait ça. un fossile dans la tempête. Putain, lâche pas la grappe. J'aurai jamais le temps d'enlever ma combi avant le chapitre 7. Ah ouais, mais Eric, c'est depuis, Guillaume, c'est de pire en pire. Il y a des... C'est-à-dire, Bon, allez. on a vraiment pensé à faire cette vanne. des virés. Alors on arrive au dernier chapitre. Donc là, vous avez compris les mécanismes d'érosion, longshore, cross-shore. Vous avez compris que plus le niveau d'eau est élevé, plus c'est grave. Et donc forcément, mécaniquement, puisqu'on annonce une élévation du niveau des mers, puisqu'on mesure d'ailleurs une élévation du niveau des mers, eh bien l'intensité de l'érosion devrait croître. Voilà. Alors maintenant, la question évidemment, c'est on ne va pas juste vous laisser comme ça en vous disant c'est un peu le bazar, la mer monte, il va falloir se débrouiller avec ça. On va vous dire un petit peu comment on s'adapte par rapport à cette élévation du niveau des mers. Eh oui, parce que voilà, en gros, on sait maintenant assez précisément, grâce à Eric, comment ça bouffe le littoral. Mais maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je crois que... On croise notre patrimoine avec des dauphins, des trucs comme ça. Moi je crois que je vais me reposer un petit peu là. Oui, assieds-toi, Eric, t'en as Ah, beaucoup trop voilà. fait ce soir. Hein, tu proposes quoi? Bah, Je propose sais que pas. vous parliez d'adaptation un petit peu. On va Oui, parler je que parlais nous, de- Max. Hein? Alors qu'est-ce qu'on fait, Max? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a des solutions, deux solutions possibles. En gros, soit on protège les côtes artificiellement, soit on déplace les populations. Deux Et, manières d'adapter. En termes de défense de côte, on distingue deux défenses fondamentales. Il y a les défenses dures et les défenses douces ou souples. C'est ça. En gros, pour les défenses Faites dures, des je chaussures. ne remettrai jamais cette deuxième chaussure. Dans les défenses dures, on y va franco. Il n'y a pas de barrière, on en construit une. On construit une digue où on renforce des digues déjà existantes, donc fout des cailloux, du béton. Voilà, ça a l'avantage de... Bon, c'est nous qui décidons le trait de côte. On ne laisse pas la mer gagner sur la côte. Le problème, c'est qu'en faisant des digues, ça fait que l'énergie des vagues qui se frappent dessus est plus forte. Parce qu'en fait, quand les vagues elles arrivent, normalement, en gros, le truc diminue, donc c'est dissipatif. Alors que là, ça frappe très fort, donc ça prend plus de sable. Donc en gros, on sacrifie complètement la plage, quoi. Donc en gros, il n'y a plus de plage et le paysage, c'est pas Pas joli. Ce qu'on peut En gros, trouver voilà, à on Soulac. consent. Pardon? Ce qu'on peut trouver à certains endroits où il y a des digues, au Pays Basque notamment, chez moi. Je ne suis pas du tout chauvin, j'arrête d'en parler, je vous jure. Donc, en gros, les digues qu'on fabrique, c'est on consent à sacrifier la plage, mais au moins on a une barrière. Alors il y a une autre défense souple qui est, on va dire, le mot est compliqué, ce soir ce sera le seul que j'utiliserai, biomimétisme. On essaye de faire ce que fait la nature. On met du sable sur la plage, mais de manière artificielle. Donc on va aller pomper du sable là où il y en a, c'est-à-dire parfois sur des bancs au large. Et ce sable, on va avec ces sabliers le redéposer sur les plages avec des camions. Et puis c'est un peu le système des Shadocks, c'est-à-dire qu'on pompe à un endroit, on le met sur la plage, ça repart, mais on va pomper. Bon voilà, c'est un pas peu un terrible. truc sans fin. Mais il y a une autre initiative qui a été faite par les Hollandais, Sandmotor.
Ça consiste à apporter de façon donc massive du sable, mais sur les plages sous-marines, pour ainsi laisser les courants, redistribuer ce sable qui est sous l'eau, et recréer naturellement des barrières. Voilà, donc ça, c'est très séduisant, évidemment, parce qu'en fait, on reproduit vraiment le phénomène naturel. Mais bon, on ne peut pas faire ça absolument partout. Il faut certaines conditions. Par exemple, en mer du Nord, on peut le faire parce qu'il y a beaucoup de sable. En Atlantique, par exemple, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a quand même des initiatives. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a aussi, lorsqu'il y a une submersion partielle de la dune, on a vu le sable reste de l'autre côté de la dune. Ça, on l'a vu, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc, certains scientifiques sont en train d'étudier ce projet Sono. On va faire un trou dans la dune et on va laisser les vagues pénétrer au centre de cette dune et ainsi disperser les sédiments marins derrière cette dune. Alors, on ne gagne pas de la terre sur la mer, donc le trait de côte est susceptible de reculer, mais on a reconstitué d'une certaine manière la dune derrière la dune. C'est une autre solution. Alors, il faut un petit En fait, trou. dans le projet Sono, c'est surtout le vent qui... Oui, tu me l'as déjà dit, mais je dis ce que je veux. C'est ma partie. En gros, il y a une crête, on fait un trou dedans, On fait un truc dedans. et le vent, il... En fait, un le truc, trou. c'est que c'est le même principe. C'est une brèche qui va permettre au sable de passer de l'autre côté pour que la barrière Se reconstitue. recule et roule sur elle-même. Ouais. D'accord. Mais dans le cas du projet Sono, C'est c'est pour du vent. étudier comment le vent contribue à ça aussi. Il y a des gens qui y bossent sur le projet Sono ici? Non. Eh ben, bon. Je crois que David est parti, donc Voilà, on est donc j'ai le droit de tranquille. dire des conneries. Autre solution, Max? Ben, en fait, là, bon, construire des digues pour arrêter la montée de la mer ou balancer du sable, c'est bien joli, mais il y a encore une solution encore plus évidente, la délocalisation. Voilà, on déplace les enjeux et les populations qui sont trop près des côtes et on les fout plus à l'intérieur. Alors c'est facile à dire, mais c'est compliqué évidemment à faire pour plein de raisons, des raisons financières, des raisons juridiques, mais ça commence à beaucoup discuter de ça. En gros, il y a quelque chose qu'il faut maintenant bien Problème avoir en tête. d'assurance aussi, Max. Ouais, c'est ça. Le problème d'assurance, de légalité, en gros, on sait qu'il ne faut pas construire sur les dunes. Il ne faut pas construire juste derrière non plus. Et évidemment, il ne faut pas construire devant sur la plage. Voilà. Donc on a les gens, ce sont des gens riches. Voilà. Donc Non, c'est Justement, marrant d'ailleurs de mais constater justement, que les en gens gros- riches qui sont plus éduqués, qui pourraient être plus éduqués, font des bêtises. ben c'est ça, oui, parce que la question c'est ça, c'est en gros pour des questions de légalité, d'assurance, est-ce que si des riches se font ça et que se font bousiller leur voiture, Aussi. on va dire leur jet ski, est-ce que c'est à nous de payer pour des gens qui font construire des maisons à des endroits qui sont à risque, quoi. Donc je vais te laisser la parole sur ces aspects un peu plus politiques du coup. Il se mouille pas. Oui. Bah, c'est-à-dire que oui, Alors, je bah, vulgarise, on mais arrive tout. à la fin de cette conférence, et puis du coup, on s'est dit, on va faire une conférence une conclusion, pour les deux conférences. Alors, ce qui a été représenté ici, c'est un trait de côte avec plus ou moins toute sa complexité. Donc, vous reconnaissez l'estuaire, la flèche sableuse. Là, il y a une île, ça pourrait être l'île de Ré ou d'Oléron, par exemple. Là, il y a une lagune, etc. Évidemment, il y a des gens qui habitent, par exemple, sur la flèche sableuse. Ça, c'est assez commun parce que c'est très agréable. On ouvre une fenêtre, on regarde l'océan, on ouvre la fenêtre de l'autre côté de la maison, on voit la lagune. On imagine un petit peu Bah, l'intérêt. un jour, ils ouvriront de tous les côtés, il y aura de l'eau, ils vont être contents. C'est ça. C'est ça. Et donc là, on a fait un zoom dans l'estuaire avec une ville, forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe dans le monde, parce que c'est l'endroit où les bateaux peuvent venir, où il y a un port, ils peuvent transporter, décharger les marchandises, etc. Tout le monde connaît ça. Donc on commence avec le premier aléa, celui-là on n'en a pas tellement parlé, c'était donc l'an dernier, c'est l'aléa de submersion. Et donc effectivement, à cause d'une tempête, on va submerger les zones basses. Alors ces zones basses, elles sont où? Eh bien, elles sont principalement autour des lagunes, elles sont autour de l'estuaire, etc. Souvent aussi dans les zones abritées derrière les îles. Et donc, ce qu'on avait dit l'an dernier, c'est qu'une solution pour se défendre, eh bien, c'est au lieu d'avoir des digues continues très hautes partout, c'est d'imaginer un système de double défense avec une digue moins haute, submersible en cas de tempête, et puis une digue plus haute qui, elle, interdit complètement la submersion. Quel est l'intérêt? Celle-ci, eh bien, en fait, elle va absorber l'énergie des vagues, et puis en plus, toute cette zone inondable, volontairement, en fait, elle va limiter les hauteurs d'eau, un petit peu comme une baignoire qui déborderait. Voilà. Et puis, on l'avait vu l'an dernier, en plus, l'intérêt de ces zones humides, là, qui pourraient être extensives, c'est que ça piège du carbone, et vous savez qu'on a quand même un gros problème de carbone. Il peut y avoir des animaux qui s'intéressent à ces endroits-là aussi. Et je crois qu'il y a des oiseaux, Max.
Oh, il est content. Je crois qu'il y a des oiseaux dans les marais. On fait ça. Tout le monde est d'accord? Allez, adopté. Non mais en fait, la première petite digue, ça casse la vague, c'est ça? Ouais, ouais. Comme ça, la deuxième, si jamais il en reste, c'est pas trop violent. Voilà. Ah, tout c'est à fait. génial. Alors ça, c'est ce qu'on avait un petit peu défendu comme système alternatif. Donc c'est plus fondé sur la nature, puisqu'effectivement, dans la nature, il y a des zones humides, des mangroves, etc., des marais qui, naturellement, font office de défense de côte. Alors maintenant, on passe à la suite. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc l'érosion. Alors cette fois-ci, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'autre type de côte qui est touchée par l'érosion, c'est-à-dire la côte dominée par les vagues, celle qui fait face aux vagues. Donc là, on voit l'érosion. Il y avait le trait de côte avant en pointillé. Donc la côte a reculé. Évidemment, en reculant, cette côte, eh bien, elle fait que des bâtiments sont maintenant trop proches de la côte et il va falloir songer à déménager peut-être. Alors là, ce qui est préconisé, eh bien, c'est effectivement de ne pas construire trop près de la côte, puisqu'on l'a compris, dans le cas du changement climatique, cette barrière elle devrait pouvoir rouler sur elle-même, continuer à faire son office de protection, mais pour qu'elle puisse faire ça, il ne faut pas qu'elle soit prise en sandwich entre les constructions, les habitants et la mer. Donc il faut laisser un espace. Donc c'est un petit peu le même principe en fait. Comme sur les zones humides, il faut laisser un espace. Ça paraît tellement bête de le dire, mais voilà, on est là pour ça aussi, de redire qu'il faut un espace entre l'océan et les sociétés, un espace d'adaptation naturelle. Et donc, ce qui est proposé, par exemple, comme système, c'est d'avoir en fait des constructions temporaires, par exemple des maisons en bois, ou je ne sais pas, moi, qu'on transporterait en camion, etc., qu'on pourrait facilement démonter, qu'on mettrait juste l'été pour mettre, je ne sais pas, le restaurant, la boîte de nuit, etc. Et puis, en hiver, s'il y a un phénomène d'érosion, ce n'est pas très grave, on peut déménager les choses. Voilà. Parce que c'est surtout en hiver qu'arrive ce genre de problème. Voilà, en fait, typiquement, sur toutes les côtes du monde, il y a toujours une saison avec fortes vagues, une saison avec plus faibles vagues. Ok. Donc, il y a vraiment une alternance comme ça. Partout ailleurs, hein, sous lac et en Camargue aussi, ça va être bien coton dans quelques Voilà, années. voilà. Donc effectivement, ces petits schémas synthétiques, ils vous montrent un petit peu comment nous, les chercheurs, en travaillant sur ces phénomènes, eh bien, on apporte des éléments qui devraient conduire à changer un petit peu de stratégie par rapport à notre habitat côtier. Donc effectivement, s'éloigner un petit peu plus de la côte. Et puis finalement, l'autre avantage, c'est quand on laisse la côte un peu plus libre, tout le monde en profite. Puisqu'il y a moins de propriétés privées, tout le monde peut aller sur la côte, profiter des vagues, des plages, etc. C'est Voilà. beau ce que tu dis, Eric. Hein, c'est pas mal. Ah ouais, c'est beau. Merci, Eric. On va peut-être se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on vous a raconté tout ça ce soir? Je me demandais aussi. Oui, parce que vous n'êtes pas des étudiants d'Eric, thésards, vous n'avez pas un examen à passer en fin d'année sur l'érosion littorale. Enfin, il y en a Peut-être quelques-uns. certains, si quand même. Soyez gentils avec Mais Eric. globalement, c'est vrai que vous n'avez pas d'examen à passer. Et donc, on se pose la question, à quoi vous servent toutes ces informations? Eh bien, la vérité, c'est que pour agir, il faut d'abord comprendre les mécanismes et se rendre compte qu'à un certain moment, si on ne veut pas que ça parte en sucette, comme ce qu'on vient de décrire ce soir, avec des scénarios assez flippants et un peu catastrophes, eh bien, il faut appréhender les informations, il faut les comprendre. Et peut-être que vous ne retiendrez pas grand-chose ce soir, mais si vous avez retenu ne serait-ce qu'une information que vous allez partager autour de vous, eh ben nous, on aura fait notre boulot et ça nous fera bien plaisir. À mon avis, ils vont se souvenir de la collision. À mon avis, oui. Retenez Moi pas aussi. retenez pas que les combis moulantes. Nous avons une petite coutume, un petit rituel. Avec Eric, nous finissons les conférences spectacles par une... Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est de l'entracte. Oui, t'en fais pas. Par des citations. Donc, Eric, je vais te laisser commencer ta citation. Il n'a jamais réussi à l'apprendre. Mais non, mais parce qu'à chaque fois, je suis un peu fatigué, puis bon, voilà, je suis troublé, Vas-y. etc. Donc voilà, c'est une citation du capitaine Watson, là, le créateur de Sea Shepherd, et qui est cofondateur de Greenpeace. Et donc, c'est une personne, moi, que je trouve assez admirable, parce que complètement investie sur la protection de l'environnement, et qui laisse plus de plumes qu'autre chose. Et au final, voilà, donc j'ai trouvé que c'était une belle citation. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Watson? Il dit, au lieu d'accepter les choses que vous n'arrivez pas à changer, eh bien, choisissez plutôt de changer les choses que vous n'arrivez pas à accepter. Voilà. C'est magnifique. Ouais. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Mais on ne peut pas 1000 fois. Non, c'est pas ça. Ah, tu vois que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai pris un papier aussi, moi, parce que ça m'a crevé cette histoire. Dans la préservation de l'environnement, les grandes actions sont souvent la somme de petites actions. Leur impact se mesure au nombre
des gens qui ont agi. Olé! C'est de moi. Ouais, ça va. Ouais. Moi Max. aussi, j'ai pris une citation à moi aussi, parce que je trouve que je suis une personne que j'aime beaucoup. T'as du charisme. Non, ouais, c'est un truc que je dis souvent quand on me pose la question. L'écologie, c'est pas du militantisme. L'écologie, c'est pas un engagement politique. L'écologie, c'est éviter que l'homme se tue tout seul comme un con. Voilà. C'est bien. Merci d'avoir été là ce soir. Merci Et puis, infiniment. Musique. Musique! Oh, les tout-bitries de l'écologie, quoi. Allez, je me gourre tout le temps à ce moment-là, moi. Merci beaucoup! Merci à vous! Merci, bonsoir! Merci beaucoup. Laissez-moi. Attends, mets-le au centre, mets-le au centre. Ouais, bien sûr. Ah, Mesdames et messieurs, merci! Guillaume Bouzard. Ah oui, oui! Ah voilà. Vous dessinez très bien. C'était lui. 1, 2, 3. On pourrait peut-être appeler Armel. Armel. Armel, tu viens avec nous? Loïc, on pourrait peut-être l'appeler Marion. On va faire monter sur scène les gens qui ont bien participé. Et puis il y a à aussi tout ça. Thierry qui a participé. Thierry Thierry, Guyot, tiens. il doit être quelque part. Ah oui, il y a du monde, t'as vu, ça fait bizarre. Hein. Merci à la régie ce soir, merci à vous d'être venus aussi nombreux, merci à... Il y a tellement de gens à remercier. Et Eric, c'est merci à toi. voilà, de nous avoir supportés dans nos écarts. Pardonnez-nous. Merci Allez, au beaucoup. revoir. Merci, bonsoir. Ah, attends. Tu danses ou quoi? Ah, ça va, je vais danser tout à l'heure, ok. C'est toi qui t'es trompé en plus, hein. Putain, il s'est trompé. Merci. À très vite.